Nous sommes le 1er octobre 2025. Nous sommes chez Epner à Rouen. Il est 6h17 du matin. Dans 200 mètres, prendre à droite sur rue du Clos-Tellier. Donc il est 6h17 du matin, il fait 9 degrés Celsius. Prendre à droite sur rue du Clos-Tellier, puis prendre à gauche sur rue Michel-Poulmarch. Prendre à gauche sur rue Michel-Poulmarch, puis prendre à gauche sur boulevard Lénine, D18E. Au fond, tournez à gauche sur boulevard Lénine, D18E. Ok Google, écoutez les informations. Tiens, il y a un télé. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash, aujourd'hui à 5h46. France Info, le fil info
de 5h45. C'est 750 000 fonctionnaires américains bientôt au chômage technique à la une. Dans moins d'un quart d'heure, victimes du shutdown cette nuit, les dernières négociations entre démocrates et républicains n'ont pas permis d'aboutir à un accord sur le budget. Jusqu'à 4 millions de personnes pourraient ne pas être payées le temps qu'un compromis soit trouvé. En 2018, ce shutdown avait duré plus de 30 jours. Un record, c'était déjà sous la présidence de Donald Trump. Le bilan s'alourdit aux Philippines. Au moins 60 personnes sont mortes dans ce violent séisme qui a touché l'île hier soir. Les opérations de secours se poursuivent. Le psychanalyste Gérard Miller, placé en garde à vue pour viol et agression sexuelle. Le chroniqueur télé et radio est entendu par la brigade. Continuez sur D182 pendant 2 km. Protection des mineurs de Paris. Il est visé par une dizaine d'accusations. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête en février 2024. Gérard Miller nie les faits. Et puis la Palme d'Or dans les salles obscures. Un simple accident du réalisateur iranien Jafar Panahi sort aujourd'hui dans les salles de cinéma. Le film avait été récompensé lors du dernier festival de Cannes. France Info. Selon RFI, Journal Monde, aujourd'hui à 5h12. Il est 23h à Washington, 3h en temps universel, 5h à Paris et à Copenhague. Marion Casanova. La capitale danoise sous haute sécurité avant un sommet européen informel, sécurité maximale, d'autant plus que le Danemark a enregistré l'incursion de drones dans son espace aérien ces derniers jours. La paralysie budgétaire presque inévitable aux États-Unis après l'échec d'un dernier vote au Congrès. Le shutdown devrait être effectif dans 1 heure. Nouvelle journée de manifestation hier à Madagascar à l'appel de la Gen Z. Ils réclament, ces jeunes, la démission du président. Et puis en football, soirée de rêve pour l'Olympique de Marseille. 4-0 hier à domicile au Vélodrome face à l'Ajax Amsterdam en seconde journée de phase de groupe de Ligue des Champions. La capitale danoise sous haute sécurité ce mercredi. Copenhague accueille un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Sommet informel, ils aborderont, ces dirigeants, les questions de défense après des incursions répétées de la Russie ces dernières semaines dans plusieurs pays de l'OTAN. Plusieurs pays de l'Alliance, justement, épaulent les autorités danoises pour sécuriser la ville. Les États-Unis, notamment, ont envoyé du matériel anti-drone. Yelena Tomic. La capitale danoise a été placée sous très haute surveillance pour accueillir durant 2 jours une quarantaine de dirigeants de l'UE et de la communauté politique européenne, autrement dit les pays voisins de l'Union européenne. Patrouille de police renforcée, aide de l'OTAN autour des sites clés, Suède, Allemagne, France et Pologne appelées à la rescousse, des mesures draconiennes visant à sécuriser le sommet, notamment le siège du Parlement danois qui accueillera les 27. Confronté à des incursions répétées de drones la semaine dernière, le Danemark a dénoncé une guerre hybride liée à la Russie. Depuis, l'Union européenne travaille sur un mur de drones pour protéger son flanc oriental. Le président ukrainien Zelensky a relancé sa proposition d'un bouclier aérien commun avec les alliés européens pour contrer les menaces. Dans 200 mètres, au rond-point des Vaches, prendre la deuxième sortie des 1-8E en direction de D1-8E A13. Les discussions sur la défense européenne incluront justement ce projet aligné sur l'objectif de défense prête d'ici 2030. Les 27 tenteront de faire avancer la question de l'augmentation des investissements collectifs en capacité militaire et de la diversification des approvisionnements stratégiques. Autre sujet de taille, le maintien soutenu de l'aide militaire, financière et humanitaire à l'Ukraine en vue du Conseil européen du 23 et 24 octobre. Et pour le Premier ministre estonien, au rond-point, prendre D1-8E. Les incursions imputées à la Russie dans le ciel européen. Continuez sur D1-8E pendant 4 km. Sont une manœuvre de Vladimir Poutine pour détourner l'Union européenne de l'Ukraine. Le président russe veut que nous parlions de nous-mêmes et pas de l'Ukraine, déplore Kristen Michel, qui sera présent à ce sommet de Copenhague. Et c'est bien vers l'Ukraine que Volodymyr Zelensky veut attirer l'attention, en particulier vers la centrale nucléaire de Zaporizhia. Cette centrale occupée par la Russie est déconnectée du réseau électrique ukrainien depuis une semaine. Le président ukrainien a jugé hier soir la situation critique et potentiellement dangereuse. Les États-Unis, au bord du shutdown, républicains et démocrates n'ont pas trouvé d'accord sur le budget au Sénat lors d'un ultime vote il y a quelques heures. Cela signifie que ce budget va expirer à minuit, heure de Washington, c'est-à-dire dans moins d'1 heure.
Et cela va entraîner la paralysie des institutions fédérales. Des centaines de milliers de fonctionnaires seront mis au chômage technique. Les jeunes continuent de manifester à Madagascar. Depuis près d'une semaine, le mouvement Gen Z appelle à des rassemblements dans plusieurs villes du pays. Initialement, c'était pour protester contre les coupures d'eau et de courant. Et désormais, ces manifestations ont pris un tour anti-pouvoir. Elles ont poussé le président à limoger son gouvernement lundi. Pas suffisant pour ces jeunes qui hier réclamaient la démission du chef de l'État. À Antananarivo, reportage de Sarah Teto. Ceux qui sont responsables des kits premiers secours, donc, ils vont mettre les croix bleues sur le bras gauche. Ok, c'est compris? À quelques minutes du départ pour la manifestation, l'équipe logistique des Gen Z donne les dernières consignes aux membres qui joueront le rôle des soignants en cas de blessés. Et quand on les questionne sur la décision d'Andradzoel de la veille de limoger son gouvernement, la réponse de Maeve est cinglante. Ils essaient de nous faire croire que c'est le gouvernement le problème, que c'était les ministres la source de la corruption. Mais en fait, le président, il fait partie d'un système qui est corrompu et qui veut absolument cacher tout ce qui est preuve de leur corruption. Pour ces jeunes, l'abolition d'un système de gouvernance dysfonctionnel, incapable en 7 ans d'apporter des solutions pour améliorer l'accès en eau et en électricité dans le pays, doit aussi passer par la démission du président de la République. Très vite, la foule reprend des mials Radzoel. Radzoel dégage. Passant les barrages un à un, des milliers de jeunes se retrouvent finalement à Ambuizatov, la place tant convoitée. C'est à ce moment-là que les forces de l'ordre se mettent à réprimer la foule. Grenades assourdissantes, gaz lacrymogène, les jeunes se défendent, renvoyant à main nue les projectiles fumants sur les forces d'intervention. Une scène de guérilla urbaine qui durera jusqu'au soleil couchant, jusqu'à ce que la foule éreintée se disperse. Le mouvement a annoncé se donner 24 heures pour se concerter avec les forces vives du pays. Sarah Teto, Antananarivo. Dans 600 mètres, au rond-point des colonnes, prendre la deuxième sortie sur E402, E46. Et ces manifestations depuis jeudi ont fait au moins 22 morts selon l'ONU. Les jeunes se mobilisent aussi au Maroc. 4e jour de manifestation hier pour réclamer des réformes dans la santé et l'éducation. Hier, des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre dans plusieurs villes du pays. Des centaines de personnes ont été interpellées ces derniers jours dans les cortèges. Ce mouvement est né à l'appel du collectif Gen Z 212, apparu sur les réseaux sociaux. En RDC, l'ancien président Joseph Kabila, condamné à la peine de mort, jugé par contumace, il a été donc déclaré coupable hier de trahison et de crimes de guerre en raison au rond-point, prendre E402. De ses liens présumés avec Dans 600 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie A13 E46 en direction de Caen, Le Havre. la FCM 23. On y revient plus largement dans nos prochaines éditions. On sera notamment en direct de Kinshasa, dans le journal de 6 heures, temps universel. En Afghanistan, le pays vit depuis lundi sans Internet ni réseau mobile. Les talibans ont décidé de ces coupures et l'ONU prévient. Elles ont des répercussions extrêmement graves sur les droits. Utilisez la voie de droite pour prendre la sortie A13. Les droits humains, surtout les droits des femmes qui n'ont déjà presque plus de droits, pas le droit de sortir, de s'éduquer. Internet était la seule ressource restante pour elles. Et beaucoup suivaient notamment les programmes de Begum TV, chaîne basée à Paris proposant des services d'éducation aux Afghanes. Sa fondatrice Hamida Aman partage sa préoccupation. On a beaucoup basé sur l'éducation sur le digital pour pouvoir continuer à maintenir une progression et aussi maintenir un lien avec l'école grâce aux réseaux sociaux et grâce à des sites. C'est une autre chape de béton qui tombe sur les femmes, qui se referme sur elles. Si je cite ma directrice de Radio Begum à Kaboul, juste avant que la coupure ne se fasse, elle m'a dit, s'il coupe, c'est comme si on nous mettait vivants dans des cercueils et qu'on refermait le couvercle sur nous. C'est le trou noir et on est vraiment coupé de tout et de tout le monde. Et effectivement, l'impact, elle est énorme sur le moral des femmes qui étaient déjà extrêmement isolées. Là, c'est un coup de massue supplémentaire. La fondatrice de Begum TV, Hamida Aman, propos recueillis par Nicolas Roca. Aux Philippines, le bilan continue de grimper après un séisme de magnitude 6,9 dans le centre du pays. Au moins 26 morts et 147 blessés selon les autorités. Les secours tentent toujours en ce moment de retrouver des rescapés sous les décombres. Le Portugal durcit sa loi sur l'immigration avec une réforme qui restreint les conditions d'entrée pour les étrangers. Une réforme du gouvernement de droite et qui a pu être adoptée hier à l'Assemblée nationale grâce aux voix de l'extrême droite, Lila Olkinoura.
Une version amendée de la loi votée par toutes les droites portugaises avec le soutien du parti d'extrême droite Chega. Elle prévoit l'instauration d'un délai de résidence légale de 2 ans minimum pour obtenir le droit au regroupement familial. Mariana Carneiro, dirigeante de SOS Racismo, dénonce un virage vers l'extrême droite, vers le racisme et la xénophobie. Cette approbation main dans la main avec Chega est véritablement un coup de poignard supplémentaire pour la constitution de la République portugaise, pour toutes les conventions européennes des droits de l'homme et pour la charte fondamentale des droits de l'homme. C'est une attaque flagrante contre les personnes qui choisissent de vivre ici et de travailler ici. Autre mesure du texte, les visas de recherche d'emploi seront désormais réservés aux travailleurs hautement qualifiés. Enfin, une disposition vise tout particulièrement les Brésiliens, le principal contingent d'immigrés dans le pays. Ils sont plus de 550 000 au Portugal. À l'avenir, ils ne bénéficieront plus du mécanisme qui permet de régulariser leur situation après leur entrée dans le pays avec un visa touristique. Une réforme décriée par les ONG. Le nombre d'étrangers établis au Portugal représente 15% de la population totale. Précision signée Lila Olkinoura. En football, l'Olympique de Marseille lance officiellement sa campagne de Ligue des Champions après un premier échec logique face au Real Madrid hier soir. En seconde journée de phase de groupe, l'OM a battu l'Ajax Amsterdam 4-0 à domicile au Vélodrome. Le Real Madrid, lui, a battu le débutant de la compétition, le club kazakhstanais du Kairat Almaty, 5 buts à 0. Et la compétition se poursuit. Ce soir, le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, se déplace à Barcelone. Un match que vous suivrez en direct et en intégralité sur RFI. Le coup d'envoi, c'est à 19h, temps universel. Pour l'heure, il est 5h10 à Paris, 3h10 TU. À suivre, grand reportage. Retrouvez l'intégralité des podcasts RFI sur l'application RFI Pure Radio. Selon RTL, le journal, aujourd'hui à 5h15. Dans un monde où les crises se multiplient, avec Géodis, ça passe ou ça passe. Alors que les chaînes d'approvisionnement se réinventent en permanence, grâce à ces solutions logistiques innovantes, Géodis s'assure que vos marchandises arrivent à bon port. Géodis, a better way to deliver. RTL Matin, Jérôme Florin. Les sanglots de Cédric Jubilard, hier au procès du meurtre de sa femme, des pleurs enregistrés par la famille de Delphine venue témoigner à la barre et diffusés en pleine audience, compte rendu de Patrick Tégéraud sur place dès le début de ce journal. Dans l'actualité, l'ouverture dans 1 heure maintenant de la vente des billets SNCF pour Noël. Mieux vaut s'y prendre le plus tôt possible pour avoir les meilleurs prix. Et puis le show de l'OM hier soir au stade Vélodrome, les Marseillais ont assommé l'Ajax Amsterdam 4-0. Après votre journal RTL événement, à l'occasion donc de notre journée spéciale consacrée à l'intelligence artificielle, on s'intéresse aux conséquences dans le monde du travail. L'IA détruit-elle les emplois? C'est ce qui est arrivé à Sylvain par exemple. Le logiciel que j'utilisais, il était supprimé. Mon poste, en fait, mon bout de chaîne disparaissait aussi. L'outil était censé trouver lui-même les mots-clés et l'envoyer directement l'article au client. Pour ne retenir qu'une chose, finalement, que l'IA pouvait tout faire demain. Enquête à retrouver à 5h15. RTL Matin. Le journal de Tom Lefebvre. Il est décrit comme un homme violent, un menteur. Cédric Jubilard a donc fait face hier à son procès à sa belle famille, celle de Delphine, qu'il est accusé d'avoir tué une nuit de décembre 2020. Hier encore, devant les assises du Tarn, il a nié le meurtre. La cour qui a aussi écouté un enregistrement d'une conversation de l'accusé avec un cousin et un des frères de Delphine quelques jours après sa disparition. Que dit-il, Patrick Tégéraud? Eh bien, on entend Cédric parler ouvertement de son couple à la dérive. Cet été, on s'était donné un mois et demi pour se retrouver. En octobre, Delphine m'a dit « ça sert à rien, je suis très loin dans ma tête ». Jubilard confie qu'il pense qu'elle a rencontré un gars sur Internet. J'ai des doutes, mais aucune preuve. On se parlait plus, nous étions comme des colocataires. Le cousin demande pourquoi la maison n'est pas terminée. Tu sais, mon truc, moi, c'est les finitions à l'intérieur. Elle voulait que je finisse la maison, mais Delphine, tu sais, elle n'aimait pas la poussière. S'ensuit une longue conversation sur le bricolage. C'est très incongru, mais provoqué par le cousin enregistreur. Et il confie enfin son désarroi. Je suis dans le néant. Je me demande ce que j'ai pu rater. Et on l'entend sangloter. Fin de l'enregistrement. Pour la partie civile, cet échange montre le détachement d'un mari qui préfère discuter du carrelage que de la disparition de sa femme dont il parle au passé. C'est comme toujours très exagéré. Et la défense constate simplement, l'audio, ça ne peut pas mentir pour les gens de bonne foi.
compte rendu d'audience signé Patrick Tegero à Albi pour RTL. Il vient de passer la nuit en garde à vue. Le psychanalyste Gérard Miller est entendu depuis hier par la brigade de protection des mineurs après les plaintes d'une vingtaine de femmes l'accusant de viol et agression sexuelle. Une enquête est ouverte depuis près de 2 ans. Après 11 semaines de pause, le Parlement fait sa rentrée aujourd'hui dans un certain brouillard en l'absence de gouvernement. On y reviendra à 5h30. Au menu de l'Assemblée pendant 2 jours, l'attribution des postes clés comme les vice-présidences ou encore les présidences de commission qui devraient voir le retour du Rassemblement national dans les instances de l'institution. Si vous comptez voyager pour les fêtes de fin d'année, tendez bien l'oreille. Oui, parce que la SNCF ouvre dans moins d'une heure, 57 minutes à 6h ce matin, sa billetterie pour les trains des prochains mois, dont les vacances de Noël. Et il vaut mieux s'y prendre très tôt, dès l'ouverture, pour obtenir les meilleurs tarifs. C'est en tout cas ce que conseille Clément Bretagnol. C'est le directeur commercial du site d'achat de billets Tramline. On a 3 conseils à donner aux voyageurs. Le premier, c'est de faire leur réservation dès l'ouverture des ventes ce matin. Nos études ont en effet prouvé qu'on pouvait réaliser jusqu'à 30% d'économies par rapport à un voyage réservé à la dernière minute. Le deuxième conseil, c'est effectivement de continuer à réserver au moment de l'ouverture des ventes, parce que c'est là où il y aura tous les sièges qui seront disponibles. Et le troisième conseil qu'on a, c'est de faire jouer la concurrence. Trenitalia propose des trains sur les 2 routes les plus demandées en France, Paris-Lyon et Paris-Marseille. Et donc du coup, ça devient vraiment intéressant de pouvoir comparer entre les différents opérateurs pour trouver les meilleurs prix et les meilleurs horaires. Des conseils recueillis par Nathan Bocard. À l'étranger, l'ultimatum de Donald Trump, le président américain, donne 3 ou 4 jours au Hamas pour répondre à son plan de paix dans la bande de Gaza, soutenu par Israël. S'il n'accepte pas cela, se finira de manière très triste, a-t-il prévenu. Le plan prévoit notamment la libération des otages dans les 72 heures, mais aussi le désarmement du mouvement terroriste palestinien et le retrait par étapes de l'armée israélienne à Gaza. Les États-Unis qui se dirigent vers un shutdown, une paralysie budgétaire après l'échec d'un ultime vote au Sénat. Conséquence, dans 1 heure, le budget de l'État fédéral expirera et une partie de ses services sera mise à l'arrêt. 750 000 fonctionnaires au chômage technique. Il est 5h05, le Vélodrome a vibré hier soir pour le premier match à domicile de Marseille en Ligue des Champions depuis 3 ans. L'OM qui a battu l'Ajax Amsterdam 4-0 grâce notamment à un doublé de la recrue brésilienne Igor Petchao. On peut dire que Marseille se remet en scène, Hugo Hamelin. Exactement, entre les huis clos et les contre-performances, ça faisait 12 ans que le public du stade Vélodrome n'avait pas vécu une soirée victorieuse en Ligue des Champions. Incroyable, 3-0 à la mi-temps, putain, qu'on n'aurait pas pu demander mieux aujourd'hui ce soir. Magnifique, une victoire en Ligue. Selon RTL L'Angleco, hier à 8h53. Carrefour Voyage. C'est le mois Monopoly chez Carrefour Voyage. Par exemple, votre séjour au ski tout compris de 8 jours 7 nuits en studio pour 4 personnes avec remontée mécanique et matériel de ski à la Norma est à partir de 229 € par personne. Et en plus, avec votre club Carrefour, cagnotez 75 € d'économie. Et c'est jusqu'au 19 octobre en agence Carrefour Voyage ou sur voyage.carrefour.fr. Carrefour Voyage. Offre valable pour toute réservation du 29 septembre au 19 octobre dans la limite des stocks disponibles. Détails en agence ou sur voyage.carrefour.fr. 7h, 9h30. RTL Matin. Il est pratiquement 9h moins quart avec nous notre médecin Jimmy Mohamed et Olivier Dauvert, notre monsieur Conso. Olivier, on est nombreux à se laisser tenter, c'est vrai, par les produits allégés parce qu'on leur prête évidemment toutes les vertus. Il y a moins de gras, du coup, on peut peut-être en prendre un peu plus sans culpabiliser. Et en fait non, c'est pas si simple tout ça. Non, effectivement. Alors on va commencer par une devinette pour tester vos connaissances culinaires, si vous voulez bien. Pour faire une vinaigrette, quels sont les 2 produits absolument indispensables? Thomas, Louis, j'attends vos réponses. De l'huile d'olive et du sel. Vinaigre. Et du vinaigre pour faire une vinaigrette. Il n'y a pas besoin de l'huile, il n'y a pas du vinaigre. Alors on peut rajouter de la moutarde, de l'ail, toutes sortes d'assaisonnements, mais les 2 ingrédients les plus importants, ça restera toujours, quoi qu'il arrive, de l'huile et du vinaigre, en général dans une proportion qui est très favorable à l'huile, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce que ça peut être de l'olive, du tournesol, du colza, d'autres encore. Donc le résultat, malheureusement, c'est un produit qui est gras. Voilà, je sais que dire. Jimmy n'a pas répondu aux ingrédients, je pense qu'il mange tout sec. Il met rien dessus. Bon, alors un produit gras, certes la vinaigrette, mais qui existe aussi en rayon en produit allégé? Oui, il est... Selon BFM, invité Good Morning Business, hier à 9h21. Mercedes-Benz.
j'adore le mois d'octobre. Oh, tu plaisantes? L'été est terminé, les jours raccourcissent. Ah ouais, mais c'est aussi le retour des Star Days chez Mercedes-Benz. Ah, les beaux jours reviennent alors. Du 1er au 31 octobre, prenez la vie côté Star Days et profitez d'offres sur de nombreux modèles, comme le GLC, le GLA ou encore la classe A Star Edition suréquipée, des 389 € par mois sans apport. Location longue durée 37 mois 45 000 km si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pensez à covoiturer. BFM Business et RMC Découverte présentent la matinale de l'économie. Good Morning Business avec Laure Clansier. 5h59 sur BFM Business et sur RMC Découverte. La matinale de l'économie commence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Une année blanche, mais pas pour tout le monde. Voilà les dernières pistes budgétaires. Pas d'année blanche pour les retraites, pas d'année blanche non plus pour certains travailleurs pour éviter qu'ils ne rentrent dans la première tranche d'impôt sur le revenu. Il faudra financer évidemment par des hausses d'impôts. Ça sera pour d'autres contribuables. On va tout vous détailler dans le journal. En tout cas, les négociations n'en finissent pas. Et pendant ce temps-là, les forces bougent. Raphaël Glucksmann fait une percée à 15% dans un sondage présidentiel IFOP face à un RN en grande forme. Raphaël Legendre nous donnera son point de vue à 6h50. On pensait pas dire ça un jour, mais 2 boîtes fleurons d'hier sont menacées de disparaître. Pour Carmack, la fin est proche. Pierre Bassik n'a pas trouvé les fonds pour reprendre le champion du cœur artificiel. Quant à ACI, sous-traitant industriel, là on en est au redressement judiciaire. 8h, Philippe Rivière, le président et cofondateur d'ACI, sera avec nous. Il expliquera pourquoi il s'oppose à cette décision. 7h45, l'invité du grand entretien, c'est Serge Wimbert, président fondateur de Wimbert Capital Partners. Son point de vue sur les évolutions du financement de la défense, la mobilisation des patrons et les négociations budgétaires. Il sera avec nous pour le grand entretien. L'actualité sociale avec Léo Dumas. Bonjour Léo. Bonjour Laure, bonjour à tous. Les titres de ce matin. C'est le retour de Ma Prime Rénov' en version allégée. Les détails avec Marie Cœur de Roi. Danone inaugure un nouveau labo à Paris-Saclay. Et puis les trains de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne, c'est terminé. Est-ce qu'on est proche de la paix à Gaza? Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou soutient le plan proposé par Donald Trump, le Royaume-Uni, la France et le Qatar aussi. Les détails avec Annalisa Capellini, ça sera à 6h50. Pour l'instant, il est 6h pile. Bon réveil, bonne journée. Good Morning Business, ça commence. Votre rendez-vous avec Altaroc, leader du private equity à destination des investisseurs privés. Votre rendez-vous avec le Mazda CX-30. Mazda, l'excellence du savoir-faire japonais. Au quotidien, prenez les transports en commun. Good Morning Business, le journal. Sébastien Lecornu est donc à l'heure des choix budgétaires. Et voilà enfin les premières orientations. Le Premier ministre les a données au socle commun qu'il recevait hier à Matignon en ouverture d'une nouvelle semaine de consultation qui s'achèvera avec les socialistes vendredi. Et donc Margot Faudéré, selon les participants hier, Sébastien Lecornu a dit clairement il va proposer des baisses d'impôts. Oui, le futur gouvernement fera, je cite, des propositions de baisse d'impôts, notamment en faveur du travail. C'est ce qu'ont rapporté hier des participants à l'ASP. Alors on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, mais de son côté, le Parti socialiste pousse pour une diminution de la CSG sur les plus bas salaires. Ensuite, le Premier ministre pourrait décider d'exclure certains Français d'une nouvelle année blanche en 2026, et notamment les retraités. Là encore, rien d'officiel, mais les partenaires sociaux et le Parti socialiste, tous misent sur un gel qui serait ciblé uniquement sur les pensions supérieures à 2 000 € par mois. Et en parallèle, selon l'opinion, les travailleurs les plus modestes pourraient eux aussi être épargnés par le gel du barème de l'impôt sur le revenu l'année prochaine. C'est une piste de travail que Matignon ne confirme pas, mais n'infirme pas non plus. Alors, évidemment, s'il y a des baisses ou des gels de prélèvement d'un côté, il faudra qu'il y ait des hausses de l'autre. Absolument. Le Premier ministre a demandé hier aux dirigeants du socle commun d'être ouverts au débat sur la justice fiscale. Autrement dit, il n'est pas contre une augmentation de la fiscalité, mais il pose tout de même une condition, je le cite, que cette hausse de la fiscalité n'abîme pas la croissance et l'emploi. C'est une manière de redire non à la taxe Zuckman. Et donc pour l'instant, parmi les pistes qui se dessinent, il y a les contributions exceptionnelles sur les plus hauts revenus et sur les plus grandes entreprises qui pourraient être reconduites l'année prochaine. Pourquoi pas aussi une réforme du pacte du Treil. Et même si le Premier ministre a dit non à un retour de l'ISF, une version plus allégée de l'ISF poussée par le MoDem pourrait peut-être aboutir avec les débats au Parlement. Merci Margot Faudéré, le Premier ministre qui a aussi indiqué hier aux membres du socle commun qu'il compte mettre sur la table un projet de loi dédié à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, sujet qui concerne autant les particuliers que les entreprises. Le président du MEDEF, Patrick Martin, reconnaît d'ailleurs qu'il y a quelques abus, notamment des cas de suroptimisation qu'il faut corriger. Écoutez.
il y a quelques dizaines de milliers de cas. Alors ça peut être des professions libérales, ça peut être des entreprises, ça peut être des particuliers. Bon, on va pas donner le détail, évidemment, il y a le secret fiscal qui ne se verse pas de rémunération, qui malgré tout ont un train de vie relativement élevé parce qu'ils font prendre en charge certaines dépenses, c'est de l'abus de biens sociaux d'ailleurs, par les entreprises. Moi je suis très à l'aise là-dessus. Mais alors je prends tous les paris du monde, je vous mets au défi de prouver que c'est le cas de beaucoup d'entreprises. L'immense majorité des chefs d'entreprise sont scrupuleux. Mais de la même manière que c'est une provocation pour les salariés qui travaillent de voir que certains d'entre eux, je me garde d'en faire une généralité, sont en arrêt maladie de complaisance. Il faut corriger tous ces abus. Patrick Martin, qui est donc sur BFM TV hier soir. Pendant ce temps-là, c'est le retour de MaPrimeRénov'. Attention, pas dans la même version. Oui, le dispositif sera de nouveau accessible aujourd'hui après 3 mois de suspension, notamment pour désengorger les services de l'Agence nationale de l'habitat. Alors attention, effectivement, c'est une version allégée qui revient à Marie Cœur de Roy et elle ne s'adresse pas à tout le monde. Oui, MaPrimeRénov' pour les rénovations globales ne va bénéficier qu'aux ménages les plus modestes. Et attention, quand je dis les ménages les plus modestes, j'ai regardé par exemple pour un couple, donc 2 personnes, en Ile-de-France, ça veut dire des revenus annuels qui dépassent pas les 35 000 euros. Et hors Ile-de-France, toujours pour un couple, pas au-delà de 25 000 euros par an. Donc vous voyez, très peu de monde éligible. Et attention, en plus il y a une jauge. Seules 13 000 demandes seront véritablement prises en compte. Une jauge à 13 000. Et attention, les demandes ne seront honorées, c'est ce qu'on nous dit, qu'au premier trimestre 2026 et à condition évidemment qu'on ait un budget, un projet de loi de finances qui soit voté en temps et en heure. Donc une jauge, moins de ménages éligibles et aussi moins d'aides. Exactement, c'est peut-être ça finalement qui va permettre de tenir la jauge parce qu'il y a beaucoup de ménages qui finalement vont peut-être pas avoir intérêt à bénéficier de cette aide compte tenu de l'importance du reste à charge. Quand on prend les ménages très modestes éligibles dès aujourd'hui, au max du max, ils obtiendront 32 000 euros d'aide, c'est 2 fois moins qu'avant la pause estivale. Pour les autres ménages qui seront de nouveau éligibles a priori au 1er janvier, là aussi on a de très fortes baisses des aides maximales et notamment pour les plus aisés, pour eux ce sera 4 000 euros maximum d'aide grâce à MaPrimeRénov' rénovation globale. Oui, l'enjeu il est partout le même, c'est budgétaire. Et évidemment, je vous rappelle, 3,6 milliards d'euros, c'est ce qui était budgété pour cette année. Or, d'après les derniers chiffres qu'on a eu en termes de nombre de rénovations globales, d'ores et déjà actées à la mi-septembre, de rénovation en monogestes, ces gestes simples individuels, et ben bon an, mal an, on est autour de 3,4 milliards d'euros. Donc il resterait, bon an, mal an, 200 millions d'euros. On comprend donc pourquoi les aides baissent et la jauge existante. Derrière, attention, on pourrait avoir aussi un dérapage budgétaire sur ces fameux monogestes, ces gestes simples, vous savez, parce qu'on a appris il y a quelques semaines que les isolations ne seraient plus subventionnées en monogestes à partir du 1er janvier. Tous les rénovateurs qu'on a en ligne nous disent qu'ils sont harcelés de coups de téléphone de gens qui veulent faire isoler leur maison avant qu'il soit trop tard. Merci beaucoup, Marie Cœur de Roy. Retour de MaPrimeRénov', même si c'est dans sa version minimale, leasing social. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est le retour du quoi qu'il en coûte? On en débattra avec Jean-Marc Daniel et avec Emmanuel Le Chiffre. Ça sera à 7h10. L'actualité des entreprises à 6h06 et c'est très probablement la fin pour Carmat. Oui, audience au tribunal de commerce de Versailles tout à l'heure pour décider de l'avenir de la société et l'offre de reprise déposée devrait finalement être jugée caduque par le tribunal. Alors pour les dirigeants de Carmat qu'on a interrogé, BFM Business, eh bien la liquidation judiciaire ne fait plus aucun doute, Astrée Olivier. Carmat en sursis depuis 1 mois et demi, date de la dernière audience où l'homme d'affaires Pierre Bastide a obtenu son report. Il devait muscler son offre qui était chiffrée à 150 millions d'euros d'investissement sur 5 ans. Problème, l'homme d'affaires actionnaire à 20% est incapable de valider son offre faute de financement. Pierre Bastide s'était engagé à vendre une partie de ses actifs mais il n'y est pas parvenu. Quant à la centaine d'investisseurs démarchés par l'homme d'affaires pour se joindre au projet, il n'y a eu que des refus face aux doutes sur le modèle économique et l'historique en bourse de la société. Pierre Bastide nous confirme qu'il ne demandera pas de délai supplémentaire à l'audience. Je suis très triste, conclut-il. La liquidation judiciaire ne fait plus aucun doute. Après 30 ans de recherche, 1 demi-milliard d'euros d'investissement et 120 patients transplantés. Et toujours dans l'actualité des entreprises, il y a Danone qui met les bouchées doubles dans la recherche et développement à Paris-Saclay. Le groupe y a inauguré hier un nouveau laboratoire de recherche sur le microbiote intestinal. Le géant de l'agroalimentaire qui se positionne là encore un peu plus sur la science et la santé. Reportage Pauline Tadevin et Olivier Mélan pour BFM Business. 2 ans après l'ouverture de son centre international de recherche et développement.
près de Paris, Danone y a inauguré hier en grande pompe son nouveau laboratoire de recherche. Il y avait l'état-major du groupe, des salariés, des scientifiques et des politiques aussi qui se sont félicités de cet investissement local. Antoine de Saint-Afrique, le patron de Danone. Il était naturel d'investir ici pour continuer, pour franchir l'étape d'après et pour projeter Danone dans le futur sur des sujets qui sont les sujets de demain. Danone a investi près d'un demi-milliard d'euros en R&D l'an dernier. Il a racheté 2 sociétés dans la nutrition médicale, dont une spécialisée des biotiques de nouvelle génération. Pas de montant précis pour ce laboratoire flambant neuf de 450 mètres carrés avec du matériel de pointe. La direction évoque un investissement considérable. Ici comme à Singapour, des chercheurs travaillent sur le microbiote intestinal et son influence sur notre santé. Ils font du séquençage, utilisent l'intelligence artificielle et collectent des tonnes de données pour adapter les produits proposés dans les hôpitaux, les pharmacies ou les supermarchés. L'industrie alimentaire est un point de bascule du fait de la démographie, du fait de l'explosion d'un certain nombre de maladies. Et à ce point de bascule, certaines nourritures peuvent faire une vraie différence. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. Une stratégie payante au vu des résultats semestriels publiés cet été dans un contexte compliqué pour le secteur. Danone s'est félicité d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,2% sur un an grâce au volume. Voilà pour le nouveau laboratoire de recherche de Danone. Les trains de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne n'arriveront même pas jusqu'à Noël. Dernier départ le 14 décembre. La SNCF et ÖBB, son partenaire autrichien, ont confirmé hier la disparition de ces 2 lignes. Ils mettent en cause l'arrêt d'une subvention française. L'aéroport d'Amsterdam Schiphol plie face aux compagnies aériennes. Il envisage finalement de revenir sur la hausse prévue l'an prochain de ses redevances. Elle devait augmenter de 5% après 41% l'an passé, ce qui avait été qualifié d'irrationnel par la compagnie nationale KLM. Et puis le groupe Pierre et Vacances Center Parks annonce ses nouvelles ambitions. Il veut augmenter sa rentabilité de 50% d'ici 5 ans et ça va passer notamment par une intensification de ses investissements. Il est 6h10, la bourse. Kersulek, l'or a des nouveaux records, $3 650. $3 856 l'once ce matin. On avait commencé l'année à $2 600 plus qu'un. Dans 600 mètres, restez sur la voie de gauche pour continuer sur A13. Suivre Pont de Normandie, Honfleur. 36% si on reste en devise américaine, et c'est déjà l'actif de l'année en termes de progression. Les records s'enchaînent, mais quand même depuis hier on a pris 2%, donc ça monte plus rapidement. Il y a plusieurs Restez sur la voie de gauche pour continuer sur A13. Raison à ça. Il y a à la fois le risque de shutdown, l'impasse budgétaire aux États-Unis avant d'un revirement de dernière minute aujourd'hui. Continuez sur A13 pendant 76 km. Ça paraît mal engagé, c'est ce qu'a dit J.D. Vance. On se dirige vers un shutdown à l'issue d'une réunion hier entre Donald Trump et les opposants démocrates. Et deuxième raison pour l'heure qui monte, les anticipations de baisse de taux aux États-Unis. Je vous rappelle que le scénario de base pour la réunion de la Fed au mois d'octobre, c'est toujours une baisse de taux, sauf qu'une baisse de taux d'intérêt, ça fait aussi baisser la devise de l'État. Donc l'or, comparativement au dollar, serait un meilleur placement. Et puis je vais aussi citer une dernière raison, c'est plus local, mais en Asie, on va commencer la saison des festivals en Inde et c'est bien vu de porter des bijoux. Et puis aussi en Chine, demain commence la Golden Week, c'est la deuxième semaine de congé des Chinois, donc il y a beaucoup de mouvements qui se passent avant et ce sera plus calme après. Sur le shutdown, est-ce que ça pourrait inquiéter les investisseurs en action? Alors en fait, ça va décaler, si ça arrive, la publication du rapport sur l'emploi, qui est quand même une boussole pour les marchés et pour la réserve fédérale sur la situation de l'emploi. Dans ce cas-là, c'est les chiffres précédents qu'on va continuer de regarder, sauf que les chiffres précédents, c'est ceux qui avaient entraîné une baisse de taux en septembre. Donc en fait, pour le marché, pour le moment, tout va bien. On compte toujours sur cette baisse de taux en octobre. Et donc sur les marchés, ce matin, c'est plutôt une pause qui s'annonce. D'ailleurs, si on regarde l'Asie, c'est stable ce matin et aussi sur les futurs. Merci beaucoup, Kersulek. On se retrouve dans une demi-heure. On parlera de Total et sa journée investisseur qui a eu lieu hier. Dans un instant, le pitch, une contraception pour les hommes. Comment ça marche? Un boxeur avec un spermogramme de suivi à réaliser chez soi. Je sens que j'éveille votre curiosité. On voit ça dans 2 minutes. Mercedes-Benz. J'adore le mois d'octobre. Oh, tu plaisantes? L'été est terminé, les jours raccourcissent. Ah ouais, mais c'est aussi le retour des Star Days chez Mercedes-Benz. Ah, les
les beaux jours reviennent alors. Du 1er au 31 octobre, prenez l'avis côté Star Days et profitez d'offres sur de nombreux modèles, comme le GLC, le GLA ou encore la classe A Star Edition suréquipée. Des 389 € par mois sans apport. Location longue durée 37 mois, 45 000 km, si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Les applications peuvent aider les ados à se connecter, apprendre et créer. Mais toutes les applications ne sont pas adaptées à tous les ados. Les parents devraient pouvoir choisir les services en ligne auxquels leurs ados ont accès. C'est pourquoi Instagram soutient l'initiative pour une majorité numérique européenne, nécessitant l'accord parental avant que les ados puissent accéder aux services en ligne, y compris aux réseaux sociaux. En savoir plus sur instagram.com/accord parental. Cette annonce politique vous est proposée par Instagram. Good Morning Business, le pitch. À 6h15 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Sur RMC Découverte, jusqu'à aujourd'hui, car demain, on bascule sur RMC Live, canal 25 de la TNT. Le pitch ce matin avec Eleonore Abadi. Bonjour, bienvenue dans la matinale. Vous êtes la cofondatrice de Cobalt Contraception. 1 minute pour pitcher et on débrief. Ok, merci beaucoup. Alors moi c'est Eleonore et avec mon associée Julie, on a cofondé Cobalt Contraception en 2023 pour lutter contre l'inégalité contraceptive. On développe un boxeur de contraception masculine et un spermogramme SpermView à faire chez soi que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc avec la contraception masculine, ce qui est vraiment super, c'est qu'on peut vérifier si ça fonctionne grâce à un spermogramme qu'on fait d'habitude en laboratoire. Alors avec SpermView, fini l'inconfort, fini l'attente des rendez-vous médicaux. On peut le faire directement depuis chez soi. Donc grâce à son téléphone, un kit de prélèvement et le boîtier optique, l'utilisateur peut filmer son échantillon et notre algorithme va en fait analyser la vidéo et rendre un résultat en quelques minutes. Alors, ce qu'on souhaite, ce serait vendre ce spermogramme à partir de 2027 à 5000 utilisateurs. On le vendrait à 7,50 €, un abonnement avec envoi de kit de test récurrent et le boîtier optique initial à 50 €. Voilà, on est ici grâce au James Dyson qu'on vient de remporter, donc qui va nous faire une belle visibilité pour la levée de fonds qu'on est en train de mener. Vous avez reçu 7 prix, donc bravo pour ça. Non mais c'est bravo pour ça. Il n'y a pas que le James Diamond Award, vous en avez reçu 7. Il y a le spermogramme, mais en fait il y a un boxer aussi qu'il faut que les hommes portent. Si j'ai bien compris, c'est boxer plus prélèvement plus spermogramme. Ça fait beaucoup pour un seul homme. C'est assez contraignant. Non mais le concept est intéressant. Il faut que vous nous expliquiez, parce que vous avez présenté effectivement le spermogramme, mais comme le disait Laure, en fait ça ne fonctionne que si on porte ce fameux boxer. Radar fixe à 1000 mètres. Qui va faire quoi en fait? Qui va me comprimer et qui va empêcher la fertilité, c'est ça? Oui, déjà je fais la grimace. Rien qu'en le disant, je fais la grimace. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. C'est un boxeur qui remonte les testicules dans les canaux inguinaux à la racine ici, et qui donc va permettre radar fixe à 500 mètres. L'inhibition de la spermatogénèse, la production de spermatozoïdes au fil du temps. C'est pas douloureux, c'est pas inconfortable, il y a un temps d'adaptation comme porter des lunettes, porter un chouchou, mais sûr c'est pas inconfortable parce que là dit comme ça paraît très inconfortable. Ça a aidé. Radar fixe à 100 mètres. Testé par plein de gens, ne vous inquiétez pas. En fait, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont emparés du sujet en France et qui donc ont vraiment mis en place des solutions, ont inventé plein de solutions et donc ont permis d'améliorer au fil des années les dispositifs disponibles pour permettre de nous donner plein de données et de faire remonter justement que c'est... On avance sur la question alors qu'avant c'était zéro, quoi, ça n'existait absolument pas. Eva. Donc là ça touche directement à la santé reproductive. Est-ce qu'il y a quand même des barrières réglementaires à franchir pour que ce soit commercialisé? D'ailleurs c'est déjà commercialisé? Non justement, il n'y a aucun dispositif médical marqué CE, donc qui a l'autorisation d'être vendu par la réglementation européenne. Et donc nous, c'est notre démarche en fait. On essaye d'avoir cette certification. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on lève de l'argent, c'est pour faire l'essai clinique qui permettra la mise sur le marché de notre boxeur. Et le spermogramme est aussi un dispositif médical de diagnostic in vitro. Mais il y a la question du confort, mais il y a la question de la fiabilité. C'est-à-dire, est-ce que, porter le caleçon, déjà, est-ce qu'il faut le porter tous les jours? Et je suis pas certain que j'aurais confiance à 100% dans le fait que le simple fait de porter un caleçon réduit complètement la possibilité d'avoir. C'est pour ça qu'il y a le
Mais faut faire le spermogramme, faire tous les jours. Le protocole, c'est donc de le faire avant pour vérifier sa fertilité, puis après tous les 3 mois. Okay. Mais avant quoi? Avant de commencer à porter le boxeur. D'accord. Ouais, okay. Et après, tous les 3 mois, vous faites votre test pour voir où pour voir, voilà, en fait, quand on tombe en dessous du seuil de 1 million de spermatozoïdes par millilitre, l'OMS considère que c'est une contraception efficace à 99%, sachant que l'infertilité est déjà à 15 millions de spermatozoïdes par millilitre. Donc à 1 million de spermatozoïdes par millilitre. Mais il faut le porter du coup, si j'oublie de porter le boxer un jour par exemple, ça fonctionne plus. Voilà, mais comme quand on oublie de prendre sa pilule. Ah ouais. Ah oui, c'est pareil. Et c'est très bien. On attend, non mais c'est très bien dans l'idée, mais on attend la petite pilule quand même, parce que. Oui, c'est ça, ouais. Vous n'allez pas le faire. Non. Donc, mais les jeunes le font beaucoup. Ah ouais, c'est vrai. Oui, les jeunes sont prêts en fait. Nous, on s'est basé sur un besoin de gens qui nous contactent tous les jours pour nous justement nous demander. Ah non, mais que le besoin soit là, ça, on est d'accord, mais et justement le boxeur de contraception thermique en France, on estime que c'est 15% des hommes qui seraient prêts pour vraiment un boxeur comme le nôtre. Merci beaucoup, Éléonore Abadi, d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie. On va parler de l'Occitane. Morning Retail avec Logissimo, l'opérateur logistique de proximité au service des entreprises et collectivités. Good Morning Business, Morning Retail. Eva Jaco, l'Occitane vient d'inaugurer à Paris un magasin d'un nouveau type, une boutique permanente qui se transforme tous les 3 mois. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est cet été dans le quartier du Marais que l'Occitane a inauguré cette nouvelle boutique. Donc c'est rue des Francs-Bourgeois. Dans ce magasin de 30 mètres carrés, concrètement, cet espace est scindé en deux. Sur les 200 références de cosmétiques que vous avez, la moitié ce sont des best-sellers et l'autre moitié, ça répond à la thématique du moment. Son principe, c'est de théâtraliser tous les 3 mois une gamme dans ce magasin avec un nouveau décor, et ça permet aussi de coller aux temps forts commerciaux, un peu comme le ferait une marque avec des pop-up stores où vous pouvez mettre en avant des choses pour la fête des mères, pour Noël ou encore pour la sortie d'une gamme. Cette première mise en scène, elle a commencé au mois de juillet, elle était consacrée à l'amande. Là, courant de la semaine, ça va changer, mais en gros, l'amande, il faut savoir que c'est l'ingrédient un peu, c'est l'un des best-sellers de l'Occitane, c'est 1/4 des ventes, et rien que dans la boutique, ces produits qui ont été mis en place, ils ont représenté 40% des ventes du magasin. Alors à la fin de la semaine, je le disais, il y a un autre thème, ce sera autour du parfum, autour de Flora Orchestra, et c'est à l'occasion du rebranding de la gamme parfum notamment. Alors pour l'instant, c'est un test, mais c'est vrai que la marque ne s'exclut pas de répliquer ça dans d'autres villes, sachant qu'elle est présente dans 77 villes. L'objectif, évidemment, c'est qu'on ait envie d'y retourner. Oui, exactement. L'objectif, c'est de créer une expérience, mais aussi la rareté, puisque ça pousse à aller dans le magasin avant que l'expérience soit finie. Et c'est vrai que quand un magasin change tous les 3 mois, ça donne envie d'y retourner plus fréquemment, ce qui est précieux dans un secteur où la fréquentation en boutique s'érode. Alors il peut découvrir un produit sur lequel, par exemple, il ne se serait pas forcément arrêté à cette occasion. L'objectif aussi, c'est d'aller recruter une nouvelle typologie de clients. Par exemple, la clientèle de l'Occitane, c'est autour de 30-40 ans. Là, c'est d'aller chercher un public plus jeune, et depuis le mois de juillet, la marque a recruté 10 000 nouveaux clients. Alors c'est vrai que le groupe L'Occitane pèse 2,5 milliards d'euros. La marque éponyme, elle représente quand même la moitié du chiffre d'affaires, en hausse de 12% au premier trimestre. Est-ce qu'il y a d'autres marques qui font pareil? Alors pour la création d'une boutique de ce genre, c'est assez nouveau. En revanche, c'est vrai que tout ce qui est boutique éphémère, pop-up store, ça c'est une vraie tendance, et c'est notamment chez les grandes marques de luxe. On peut citer Chanel, Dior ou encore Lancôme. Toutes ces marques testent des boutiques événementielles ou des flagships immersifs. Et dans d'autres univers, il y a Sephora qui avait expérimenté aux États-Unis des boutiques next gen, c'est-à-dire dédiées à la nouvelle génération et où ça changeait très très régulièrement. On sait très bien ce que veut dire next gen. C'est pas pour nous. Traduit quoi. Pas pour nous, c'est les jeunes, c'est ceux qui portent les caleçons qu'on vient de voir. Exactement, c'est ceux qui portent les caleçons. Merci beaucoup, Eva Jaco. On va parler de LinkedIn. Votre rendez-vous avec Protégé, l'assistant d'IA personnalisé et ultra sécurisé de LexisNexis pour booster votre efficacité juridique. Votre rendez-vous avec Zendesk. Zendesk, la plateforme qui redéfinit le service client grâce à l'IA. Good Morning Business, Culture IA. En
Anthony Morel, tout ce qu'on publie sur LinkedIn va bientôt être aspiré par son intelligence artificielle. Ils ont prévenu, ils vont entraîner leur logiciel avec toutes nos données. Avec tout, avec le petit commentaire que vous avez laissé à un camarade de promo pour le féliciter de sa promotion, ou encore ce thread super inspirant avec plein d'emojis où vous racontez un voyage spirituel en Amérique du Sud qui vous a poussé à démissionner. C'est un peu ça, hein, LinkedIn. On fait pas ça. On fait pas ça. Il y a des gens qui font ça sur LinkedIn, vous avez remarqué. Bon, et ben tout ça, tous ces posts, tous ces commentaires, mais aussi votre profil, y compris la photo, vont être aspirés par LinkedIn pour entraîner ces modèles de langage. Ce sera à partir du 3 novembre. Tout ça va être complètement réutilisé. Alors seuls seront épargnés les messages privés, ça reste tranquille, et les données un petit peu sensibles, par exemple tout ce qui concerne le salaire. Alors je sais pas comment ils font le tri, mais ça a priori ce sera pas utilisé non plus. Alors pourquoi est-ce que LinkedIn fait ça? Parce que, encore une fois, et c'est ce que ça prouve, en matière d'IA, la data c'est tout, la data qualifiée en particulier, c'est-à-dire cette donnée extrêmement qualitative qui va permettre d'améliorer l'IA, de lui permettre d'être plus éloquente, de mieux comprendre finalement comment fonctionnent et comment communiquent les êtres humains. Or, les réseaux sociaux, à commencer par LinkedIn, ils sont assis sur une véritable mine d'or. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, avec tout le jargon qui va avec, tout le vocabulaire spécifique selon les branches de métier, tous les codes qui vont avec, et tout ça, eh bien, ça va permettre de concevoir des IA qui vont être beaucoup plus efficaces, par exemple pour aider à rédiger des CV ou à analyser des CV, aider des recruteurs à mieux trouver de futurs recrues potentiels. Et donc c'est à tout ça que vont servir vos données. Alors vous pouvez refuser jusqu'au 3 novembre, il faut aller dans les paramètres de confidentialité, il y a une petite option à décocher. Bah oui, c'est ça, c'est un système, et c'est ce qui est un peu critiqué, un système d'opt-out. Donc en gros c'est vous par défaut qui vous dites oui, puis si vous voulez dire non, et si vous voulez dire non, il faut faire la démarche, ce qui est toujours un petit peu compliqué. Puis c'est rétroactif aussi, c'est-à-dire que tout ce qui aura été avant le 3 novembre sera de toute façon récupéré et exploité par LinkedIn. Alors LinkedIn c'est pas le premier, il y a plein de réseaux sociaux qui font ça. Tout le monde s'y met, c'est pas pour critiquer LinkedIn en particulier, Meta avait beaucoup fait parler. Meta maintenant il récupère toutes vos photos Instagram, tous vos posts, tous vos commentaires sur Facebook, tout ça est récupéré. Alors encore une fois, à l'exception des conversations privées que vous avez sur WhatsApp, mais sinon tout est utilisé, là encore, pour améliorer la qualité des moteurs d'IA générative, notamment pour mieux comprendre comment les humains communiquent, l'humour, le sarcasme, des choses qui sont compliquées à appréhender pour l'intelligence artificielle. Eh bien, en siphonnant toutes ces données sur les réseaux sociaux, on va permettre d'améliorer ces aspects-là. X le fait également. Et alors, il y a une autre entreprise, on sort un tout petit peu des réseaux sociaux, mais qui s'était faite largement critiquer pour ça, c'est WeTransfer. Vous avez peut-être pas suivi ça, mais au cœur de l'été, WeTransfer, vous utilisez pour les transferts de fichiers. Et ils avaient dit, à partir de maintenant, tout ce que vous faites passer par WeTransfer, tous les fichiers que vous mettez et que vous transférez, on pourra les utiliser pour entraîner l'IA. Là, ils se sont pris une volée de bois vert, ils ont dû revenir en arrière, mais ça montre bien en tout cas que l'ambition de tous ces groupes, c'est d'exploiter nos données. On critique, mais il faut bien vendre des choses, quoi. Oui, c'est ça, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, on connaît bien le dicton. Cela dit, on peut avoir une opposition de principe au fait d'utiliser nos informations à des fins qui sont relativement vagues. Par exemple, est-ce qu'on a envie que nos photos de profil soient utilisées pour entraîner des logiciels de reconnaissance faciale? C'est pas sûr. Et il y a même une petite musique qui commence à se faire entendre sur finalement, comme on exploite nos données, eh bien nous les utilisateurs, on devrait être payés pour ça, on devrait être rémunérés. Alors il y a notamment une ONG, ça s'appelle le Data Dividend Project, une ONG américaine qui milite pour un revenu des données, c'est-à-dire comme toutes ces plateformes utilisent nos informations pour nous cibler avec de la pub et pour entraîner leur modèle d'IA, il faut qu'elles nous payent. Je sais pas comment ça se mettra en place. Très belles données. Voilà, vous avez des données très qualitatives, j'imagine, et donc vous pourriez, pourquoi pas, avoir un petit abonnement, être payé par les plateformes. Merci Anthony Morel. Dans un instant, le journal de 6h30, on va revenir sur le shutdown aux États-Unis. On y va tout droit, c'est le vice-président qui le dit, puis on va revenir sur la situation au Proche-Orient. Est-ce qu'on est tout proche de la paix à Gaza? Le plan de Donald Trump qui est accepté par Benjamin Netanyahu, par le Royaume-Uni, par la France et par le Qatar aussi. À tout de suite. Mercedes-Benz. J'adore le mois d'octobre. Oh, tu plaisantes? L'été est terminé, les jours raccourcissent. Ah ouais, mais c'est aussi le retour des Star Days chez Mercedes-Benz. Ah, les beaux jours reviennent alors. Du 1er au 31 octobre, prenez l'avis côté Star Days et profitez d'offres sur de nombreux modèles, comme le GLC, le GLA ou encore la classe A Star Edition suréquipée. Des 389 € par mois sans apport. Location longue durée 37 mois, 45 000 km, si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Au quotidien, prenez les transports en commun. Instagram soutient l'initiative pour une majorité numérique européenne, nécessitant l'accord parental avant que les ados puissent accéder aux services en ligne. Les experts aussi, de grandes organisations spécialisées dans la sécurité des ados en Europe, comme Parent Zone, déclarent qu'une majorité numérique pourrait soutenir et améliorer l'implication des
sur RMC Découverte à partir de demain. Canal 25, RMC Live, le journal avec Léo Dumas. Les 3 titres à la une, on va tout droit vers le shutdown aux États-Unis. C'est le vice-président qui le dit. On sera à Washington dès le début du journal. Les grandes fortunes françaises commencent à s'intéresser à l'industrie de la défense et puis un rachat record dans les jeux vidéo. Le compte à rebours est donc lancé aux États-Unis. Il reste moins de 24 heures pour trouver un accord sur le budget, faute de quoi ce sera le shutdown, la paralysie budgétaire de l'État fédéral. Alors Antoine Delard, on vous retrouve à Washington pour BFM Business. Il y a eu une dernière tentative de compromis hier entre démocrates et républicains, sans succès visiblement. Oui, Donald Trump a reçu hier à la Maison-Blanche les responsables démocrates, une réunion de la dernière chance qui n'a rien donné. Les participants sont sortis sur un constat d'échec. On va tout droit vers le shutdown. Voilà par exemple ce que déclare le vice-président J.D. Vance. Alors comme souvent dans ce cas de figure, chaque camp rejette la responsabilité de l'échec sur l'autre. Côté démocrate, on refuse de voter un budget qui prévoit des coupes dans les dépenses de santé. Les républicains, de leur côté, proposent un budget provisoire jusque fin novembre, le temps de régler les divergences sur le fond, ce que les démocrates refusent. Les républicains dénoncent une prise d'otage. Si rien ne bouge d'ici ce soir, et on voit mal comment les choses pourraient bouger, il n'y aura plus d'argent pour faire fonctionner les services publics fédéraux. Concrètement, ça veut dire que de nombreux Américains, par exemple, ne pourront plus toucher leurs pensions ou leurs allocations. Une situation évidemment très impopulaire. On verra qui politiquement a le plus à perdre dans ce bras de fer. On verra aussi si Trump met sa menace à exécution. Le président qui envisageait de profiter de cette paralysie pour mener de nouveaux licenciements massifs de fonctionnaires. Antoine est là à Washington et dans le même temps Donald Trump annonce de nouveaux droits de douane, 10% sur les importations de bois d'œuvre, 25% sur les lavabos et sur les armoires de cuisine, entre en vigueur le 14 octobre selon le document signé par le président qui a par ailleurs réaffirmé sa volonté de taxer à 100% les films produits hors des États-Unis. À 6h33, le budget en France et voilà enfin de premières orientations. Oui, de toutes petites pistes glissées par les participants au déjeuner du socle commun organisé hier à Matignon et donc devant ses interlocuteurs, Sébastien Lecornu a affirmé que certains impôts devront diminuer, notamment en faveur du travail. Il a aussi dit dans l'autre sens que la limite sera de ne pas abîmer la croissance ni l'emploi pour Sébastien Lecornu qui a enfin érigé en priorité la baisse de la dépense publique. Et pour faire ces économies à peine nommées, Sébastien Lecornu avait promis un grand acte de décentralisation, aussi pour définir plus précisément la compétence des élus locaux. Et ça, c'était une mesure réclamée de longue date par l'Association des maires de France et donc saluée à notre micro par son vice-président et maire de Sceaux, Philippe Laurent. La libération, en fait, des normes, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est malheureusement totalement absent de notre culture administrative, parce que nous avons une culture administrative qui est très nationale, qui est très égalitaire sur l'ensemble du territoire. Ben, ça marche pas parce que le territoire, il ne se présente pas dans les mêmes conditions partout. Et ça, c'est quelque chose que nous disons depuis extrêmement longtemps. Ça s'appelle aussi le principe de subsidiarité. Ce principe de subsidiarité, ça veut dire que tout ce qui peut être fait au niveau le plus local possible doit l'être, parce que c'est plus efficace. Et on ne remonte au niveau supérieur que lorsqu'on ne peut pas régler la question au niveau le plus local. Voilà pour nos questions budgétaires en France. Les grandes fortunes en France commencent à s'intéresser à l'armement. Oui, on avait vu ce mouvement en Allemagne avec la famille Porsche par exemple, qui avait annoncé jusqu'à 2 milliards d'investissements dans la défense. Alors en France, ça restait jusqu'ici un tabou dont les family office qui gèrent le patrimoine de ces grandes fortunes commencent à sortir. Ils se disent maintenant prêts à financer l'industrie de souveraineté. Jean-Baptiste Huet. Un basculement est en cours. Selon l'Association française des family office, investir dans la défense n'est plus un tabou. La notion d'investissement sale s'efface progressivement, nous explique son délégué général. 100% de ses membres se disent préoccupés par la sécurité des générations futures. Certes, tous ne souhaitent pas encore investir dans la défense, mais les family office qui gèrent le patrimoine des plus riches orientent de plus en plus une partie de leurs capitaux vers l'industrie et la base industrielle et technologique de défense. Dans leur dernier baromètre, 64% des familles déclarent vouloir investir dans l'industrie, un record, avec un intérêt croissant pour les secteurs de souveraineté. De leur côté, les industriels, grands groupes, PME y voient une opportunité, un capital patient, engagé, moins soumis aux aléas des marchés financiers.
Preuve de cette nouvelle dynamique, l'association a accueilli le 2 juillet dernier le délégué général de l'armement pour dialoguer directement avec les familles. Un mouvement encore discret mais stratégique. La France s'aligne doucement sur une pratique ancienne aux États-Unis et désormais assumée en Allemagne. On en reparlera avec Serge Wimbert qui sera avec nous à 7h45 pour le grand entretien, le président fondateur du fonds de private equity du même nom. On parlera financement de l'armement mais aussi mobilisation des patrons et négociations budgétaires. Dans la tech, un rachat record dans le secteur du jeu vidéo. Oui, c'est Electronic Arts, l'un des plus grands éditeurs du monde, qui va être racheté. Il est notamment derrière le jeu FIFA, derrière les Sims ou encore Battlefield. Et donc, transaction sensationnelle annoncée hier, 55 milliards de dollars, Léa Benaïm. C'est l'un des plus gros rachats avec effet de levier de tous les temps. Electronic Arts va sortir de la bourse. L'intégralité de ses actions va être rachetée par 3 investisseurs. Le fonds américain Silver Lake, le fonds souverain saoudien déjà actionnaire de Nintendo et enfin Affinity Partners, l'entreprise pilotée par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Un rachat qui intervient dans un contexte difficile pour Electronic Arts comme pour tout le secteur du jeu vidéo. L'éditeur a traversé un trou d'air ces derniers mois, marqué par plusieurs vagues de licenciements, la fermeture d'un studio et l'annulation de son jeu Titanfall. Mais l'entreprise compte sur la sortie de Battlefield 6 pour en sortir. Le dernier épisode de son blockbuster est prévu pour la semaine prochaine et les précommandes laissent présager un énorme succès. Electronic Arts doit se battre sur un marché très concurrentiel dominé par des géants. Son grand rival Activision Blizzard avait été racheté en 2023 par Microsoft pour 75 milliards de dollars. Et puis YouTube a versé 22 millions de dollars pour solder son contentieux avec Donald Trump, le président américain qui poursuivait la plateforme à la suite de la suspension de son compte consécutive à l'assaut du Capitole en janvier 2021. Et donc la somme sera versée à un fonds qui a pour mission de financer la future salle de bal de la Maison Blanche. Ah oui, c'est précis, ouais, comme orientation des fonds. Il est 6h37, la bourse. C'était la journée investisseur de Total Energy. Hier, ça s'est mal passé en bourse. Eh bien oui, le groupe cherche à faire des économies. 7 milliards et demi de dollars prévus annoncés hier lors de cette journée à New York. Les victimes sont les énergies renouvelables, pas que les investissements, mais aussi les dépenses d'exploitation. Et là, Total Energy a voulu rassurer sur le niveau de production qui ne sera pas impacté. Nous pouvons faire plus avec moi, martelé hier Patrick Pouyanné. Donc croissance pas impactée, ni d'ailleurs les objectifs de réduction de CO2. Ce serait un peu magique, les investisseurs n'y ont pas tellement cru. Moins 2,2% pour l'action. Alors manque de conviction des investisseurs, c'est pas forcément parce qu'ils sont écolos, c'est aussi parce que ce plan d'économie, il baisse le retour aux actionnaires. Les rachats d'actions seront moins importants en 2025 qu'auparavant. Ça a été confirmé, sauf que c'est aussi ce qui fait l'attractivité des groupes pétroliers, dividendes et rachats d'actions. Et donc les investisseurs américains qui est venu chercher Total Energy avec sa cotation en continu à New York, ça leur a peut-être pas plu cette annonce hier. Mais si Total Energy a baissé hier, les poids lourds du luxe eux auront en revanche monté grâce à une note d'analyste d'UBS en pleine Fashion Week de Paris. Ça fait du bien. Merci beaucoup Kersulek, on se retrouve dans une demi-heure. Le plus. Le lever du Good Morning Business. Le plus. Focus ce matin sur une première mondiale aux Pays-Bas, des navires équipés de batteries électriques interchangeables qui assurent le transport des conteneurs de marchandises entre les ports. Il s'agit du premier déploiement commercial de cette technologie. Explication Alexandra Paget. Un énorme parc à conteneurs à 2 pas du non moins gigantesque port de Rotterdam. Pendant qu'un navire transporteur, le MS Den Bosch Max Groen, décharge sa cargaison, une grue extirpe du bateau la batterie déchargée. Elle la remplace par une chargée de 30 tonnes, explique Edward Baker, directeur général d'Inland Terminals Group. Nous construisons ce navire électrique alimenté par des batteries. Ainsi, lorsqu'il naviguera, il fonctionnera à l'électricité, ce qui signifie qu'il ne produira aucune émission dans l'atmosphère. C'est notre objectif. Une alternative particulièrement nécessaire aux Pays-Bas où la densité de population est l'une des plus élevées au monde et où les routes sont très encombrées, en particulier autour de Rotterdam. La technologie permet 12 à 18 heures de navigation en autonomie maximum. Il faut donc des stations de recharge comme des stations essence, mais en version électricité verte, tout le long du parcours pour changer les batteries des navires. Michael Beamer dirige Zero Emission Services. La mission de ZES est d'obtenir un marché de la navigation intérieure à 100% zéro émission aux Pays-Bas et dans le reste de l'Europe. Pour ce faire, nous construisons des infrastructures de recharge le long du réseau transeuropéen de transport.
transport, c'est-à-dire les corridors clés. Appelé Six-Pack, la batterie prend environ 3 heures à se recharger et seulement 15 minutes à être hissée par grue sur le bateau. Mais le dispositif doit encore rivaliser financièrement avec les navires fonctionnant au diesel. Le problème actuellement, c'est son coût plus élevé. Nous avons donc besoin que le marché adapte son système afin de pouvoir bénéficier d'une plus grande échelle. L'échelle, c'est la clé pour réduire les coûts et rendre le système plus fiable pour les armateurs. Objectif 8 à 10 sites opérationnels d'ici la fin 2026, avec à terme jusqu'à 50 navires équipés naviguant sur les fleuves aux Pays-Bas et en Belgique, espère Edouard Baker, directeur général d'Inland Terminals Group. La seule raison pour laquelle on est présent à Rotterdam, ou Anvers d'ailleurs, c'est que ces ports sont reliés entre eux par un fleuve. Je crois donc fermement au transport fluvial et je pense vraiment que nous devrions nous efforcer de transférer beaucoup plus de marchandises de la route vers l'eau. Aux Pays-Bas, ce sont 18 tonnes et demie de marchandises par habitant qui transitent via les voies navigables intérieures chaque année. C'est près de 17 fois la moyenne de l'Union européenne. Il est 6h42 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Dans un instant avec vous, Raphaël Lejean, on va revenir sur un sondage qui est un peu déroutant quand même. Oui, un sondage publié aujourd'hui par l'Opinion qui montre l'effondrement du bloc central dans la perspective de la présidentielle 2027. Le Rassemblement national, lui, s'envole. Et Raphaël Glucksmann, quand il est testé, tape les 15. Absolument. Il y a un peu la limite pour entrer au second tour. On vous raconte ça dans un instant. On va revenir sur le plan de paix pour Gaza de Donald Trump, un plan qui a été accepté par Benjamin Netanyahou. Absolument. Un plan qui va permettre d'arriver à une paix éternelle selon Donald Trump. On n'en est peut-être pas là. En tout cas, on n'a jamais été plus proche de la fin du conflit. On voit ça dans un instant. À tout de suite. Good Morning Business, l'édito de Legendre. Retour de la matinale de l'économie. Raphaël Legendre, on est à 18 mois de la présidentielle. Un sondage IFOP fiducial en exclusivité pour l'Opinion et Sud Radio confirme l'envolée électorale du Rassemblement national. Oui, alors que tous les chefs à plumes du socle commun ont commencé à prendre leur distance avec le chef de l'État, Édouard Philippe, vous l'avez entendu dans Legendre, le podcast, Gabriel Attal il y a 10 jours à Arras, ce sondage vient confirmer ce qu'ils pressentent tous, le blocage institutionnel profite d'abord et avant tout au Rassemblement national. Rien ne semble contrarier l'envolée du parti à la flamme, pas même la condamnation de Marine Le Pen. Alors qu'est-ce que ça nous dit dans le détail? Alors que quel que soit le candidat, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, le RN se situe 15 à 20 points devant tous les autres candidats, autour de 35% des intentions de vote dès le premier tour. C'est du jamais vu sous la Ve République depuis le duel entre Georges Pompidou et Alain Poher en 1969, souligne le Quotidien. Et ce qui frappe l'or, c'est l'élargissement du socle électoral du RN au fur et à mesure que celui du socle commun se rétrécit. C'est bien simple, tout le monde vote RN. Aujourd'hui, de la France périphérique et populaire où Jordan Bardella capte les moins diplômés, près de 6 non-titulaires du bac sur 10 votent aujourd'hui RN. Et chez les ménages modestes, c'est près d'1 sur 2 sous les 1300 € de revenus mensuels. Aussi jusqu'à la droite et jusqu'au patronat. Un tiers des chefs d'entreprise sont prêts à voter RN aujourd'hui, près d'un tiers, 32%, et plus du quart des sympathisants républicains, 27%. Qui peut tenir la corde face au RN? Parce que ce qu'elle nous dit, c'est qu'il n'y aura qu'un ticket en fait. Et oui, évidemment, le scénario central est que celui qui accédera au second tour face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella bénéficiera bien sûr du Front républicain et donc gagnera la présidentielle. Mais qui pour y arriver? Jusqu'à présent, les macronistes croyaient bénéficier d'un socle électoral solide autour de 20-25%. Ils risquent de déchanter sérieusement à la lecture de ce sondage. Édouard Philippe décroche complètement. Il était aux alentours de 25-26% au printemps. Il n'est plus qu'à 16-19% aujourd'hui dans l'IFOP. À seulement quelques encablures de Raphaël Glucksmann, qui lui est juste derrière, entre 14 et 16% des intentions de vote. Raphaël Glucksmann, qui donc potentiellement pourrait apparaître au second tour dans toutes les hypothèses, puisqu'il est dans la marge d'erreur. Derrière lui, Gabriel Attal n'est qu'à 10% et Gérald Darmanin à 7%. Ils ne parviennent pas à s'imposer comme des recours crédibles. Jean-Luc Mélenchon, lui, est à 12-13%, mais donc il n'est pas très loin non plus de la barre d'entrée au second tour, qui n'est qu'à 16%. Historiquement, c'est un niveau très bas. Raphaël, bon, on est loin de la présidentielle
présidentielle. Mais ce que ça nous dit sur la situation budgétaire actuelle, c'est que le socle commun s'effondre. Pour les négociations de Sébastien Lecornu, c'est pas facile quand même. Oui, effectivement, et que donc la stratégie de zigzag du Premier ministre, un coup de barre à droite en refusant la taxe Zuckman ou en refusant l'ISF, un coup de barre à gauche comme il l'a fait hier en invitant les représentants du socle commun à accepter la discussion autour de la justice fiscale, eh bien ce zigzag ne fonctionne pas très bien. Effectivement, en vol, vous savez, on dit tirer des bords, c'est quand on a des contraire, qu'on essaie de garder le cap. En général, c'est plus long. On tire des bords, ça louvoie, c'est fatigant et pas sûr qu'avec cette méthode, on le voit avec ce sondage, la Macronie arrive à garder le cap vers la présidentielle. Merci Raphaël. Est-ce qu'on est proche de la paix à Gaza, Annalisa Capellini? Good morning business. Le monde qui bouge. Le président américain Donald Trump a officiellement présenté son plan de paix pour Gaza hier. Annalisa Capellini, est-ce que c'est une vraie chance pour la paix? On n'est qu'un pas d'une paix éternelle, c'est ce que nous dit Donald Trump. Certes, la promesse est forte, mais c'est vrai que malgré les critiques qu'on peut apporter au plan de paix présenté hier, malgré la stratégie Donald Trump, on sait qu'il veut son prix Nobel de la paix, eh bien c'est vrai qu'on n'a jamais été aussi proche de la fin de ce conflit qui dure depuis bientôt 2 ans. Alors qu'est-ce qu'on a dans le plan? Eh bien il y a la condition essentielle pour Israël, la libération de tous les otages encore aux mains du Hamas et puis la démilitarisation du Hamas qui sera écartée de toute gouvernance future de la bande de Gaza. Justement, pour cette gouvernance de la bande de Gaza, il y aura d'abord une phase plutôt humanitaire avec une force de sécurité intérimaire et puis une phase de gouvernement temporaire placée sous la supervision d'un comité de la paix présidé par Donald Trump lui-même et dans lequel il y aurait de la place pour plusieurs grands noms occidentaux, notamment celui de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Selon Tony Blair, d'ailleurs, ce plan de Donald Trump est audacieux, intelligent, c'est en gros la seule voie possible vers la paix. Même son de cloche pour le président français. Selon lui, Israël doit s'engager sur cette voie et le Hamas n'a plus d'autre choix que d'accepter ce plan de paix. Soutien de la France, soutien du Royaume-Uni, mais aussi soutien des pays arabes. Absolument, notamment du Qatar. Pourtant, vous vous rappelez, les relations entre le Qatar et Israël étaient très tendues après la frappe menée par l'armée israélienne à Doha pour viser des responsables du Hamas. Et bien, page désormais tournée, puisque hier, Donald Trump, dans le bureau Oval, a obligé Benjamin Netanyahou à appeler pour s'excuser son homologue qatari. Le Qatari qui, lui, a accepté de continuer à jouer un rôle essentiel de médiation dans ce dossier. Mais au-delà du Qatar, il y a un vrai consensus dans le monde arabe musulman pour ce plan de paix. Donald Trump a fait un vrai travail diplomatique la semaine dernière. Il leur a présenté le plan de paix en marge de l'Assemblée des Nations Unies. Aujourd'hui, il y a 8 pays arabes et musulmans, dont l'Égypte, dont l'Arabie Saoudite, qui se font un communiqué pour saluer les efforts de Donald Trump pour la paix. Ils soutiennent donc ce plan. Le Hamas est clairement au pied du mur. Absolument, c'est là la grande incertitude. En acceptant ce plan, le Hamas signe en quelque sorte son arrêt de mort. Il n'y a aucune porte de sortie pour les hommes du Hamas. C'était une des conditions de Benjamin Netanyahou, sauf éventuellement une amnistie, mais c'est encore une hypothèse très très lointaine. Donc pour le Hamas, c'est la capitulation totale avec la libération des otages, avec l'abandon de toute revendication sur la bande de Gaza. On sait que le Hamas, même affaibli, reste une organisation quand même extrêmement puissante. On imagine mal signer le plan en l'état sans essayer de négocier un tout petit peu plus, au moins pour quelques-uns de ces têtes d'affiche, ce qui laisserait les mains libres à Benjamin Netanyahou. Il a mis en garde hier soir, si le Hamas rejette le plan ou s'ils disent qu'ils vont l'accepter et ensuite ils font tout pour essayer de l'éviter, eh bien Israël va terminer le travail dans la bande de Gaza tout seul. Donald Trump qui a assuré son soutien total à Benjamin Netanyahou au cas où le Hamas n'accepterait pas le plan. Merci beaucoup Annalisa Capellini. Dans un instant, on va revenir sur l'année blanche. Une année blanche, oui, mais attention, pas pour tout le monde, pas pour les retraités, pas non plus pour certains travailleurs qui éviteraient, comme ceci, de ne pas rentrer dans la première tranche d'impôt sur le revenu. On va tout vous raconter dans un instant. Pas pour tout le monde, évidemment, du coup, il y aura des hausses d'impôts pour d'autres, ça va sans dire. Dans un instant, également, on reparlera du dossier Kermat. Ça sent la fin, clairement, pour Kermat. Pierre Bastide n'a pas réussi à trouver les fonds. Vous raconte l'histoire dans un instant. Et puis si vous nous regardez sur RMC Découverte, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, à partir de demain, Canal 25, on bascule sur RMC Live. Mercedes-Benz.
j'adore le mois d'octobre. Oh, tu plaisantes? L'été est terminé, les jours raccourcissent. Ah ouais, mais c'est aussi le retour des Star Days chez Mercedes-Benz. Ah, les beaux jours reviennent alors. Du 1er au 31 octobre, prenez la Licote Star Days et profitez d'offres sur de nombreux modèles, comme le GLC, le GLA ou encore la classe A Star Edition suréquipée. Des 389 € par mois sans apport. Location longue durée 37 mois 45 000 km si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Les applications peuvent aider les ados à se connecter, apprendre et créer. Mais toutes les applications ne sont pas adaptées à tous les ados. Les parents devraient pouvoir choisir les services en ligne auxquels leurs ados ont accès. C'est pourquoi Instagram soutient l'initiative pour une majorité numérique européenne, nécessitant l'accord parental avant que les ados puissent accéder aux services en ligne, y compris aux réseaux sociaux. En savoir plus sur instagram.com/accord parental. Cette annonce politique vous est proposée par Instagram. BFM Business et RMC Découverte présentent la matinale de l'économie. Good Morning Business avec Laure Clossier. 6h59 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Une année blanche, mais pas pour tout le monde. Voici les dernières pistes budgétaires. Pas d'année blanche pour les retraites, pas d'année blanche pour certains travailleurs non plus, pour éviter qu'ils ne rentrent dans la première tranche d'impôt sur le revenu. Évidemment, il faudra financer, donc il y en aura d'autres qui paieront plus d'impôts. On va tout vous détailler dans le journal. En tout cas, les négociations n'en finissent pas et pendant ce temps-là, les forces politiques bougent. Pendant ce temps-là aussi, on pensait pas dire ça un jour, mais 2 boîtes fleurons d'hier sont menacées de disparaître. Pour Carmack, la fin est proche. Pierre Bastide n'a pas trouvé les fonds pour reprendre le spécialiste du cœur artificiel. Quant à ACI, sous-traitant industriel, là on en est au redressement judiciaire. Philippe Rivière nous expliquera dans une heure pourquoi il s'oppose à cette décision. Notre invité du grand entretien, c'est Serge Wimbert, président fondateur de Wimbert Capital Partners. On parlera évolution du financement de l'armement, on parlera mobilisation des patrons, mais aussi négociation budgétaire. Ça sera à 7h45. L'actualité associée avec Léo Dumas, les titres de ce matin. C'est le retour de ma prime rénov, mais en version allégée. Les détails avec Marie-Cœur de Roy dans ce journal. Danone inaugure un nouveau laboratoire de recherche à Paris-Saclay. Et puis les trains de nuit Paris-Vienne et Paris-Berlin, c'est terminé. Est-on proche de la paix à Gaza? On va en parler avec notre invité à 7h20, Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po, qui va nous rejoindre. Il est 7h pile. Good Morning Business, c'est parti. Votre rendez-vous avec Alterrock, leader du private equity à destination des investisseurs privés. Votre rendez-vous avec le Mazda CX-30. Mazda, l'excellence du savoir-faire japonais. Pensez à covoiturer. Good Morning Business, le journal. Et Sébastien Lecornu est à l'heure des choix sur le budget. Et voilà enfin les premières orientations concrètes. Le Premier ministre les a données au socle commun qu'il recevait hier à Matignon en ouverture d'une nouvelle semaine de consultation qui s'achèvera ce vendredi avec les socialistes. Et donc selon les participants d'hier, Sébastien Lecornu l'a dit clairement, Margot Faudéré, il va proposer des baisses d'impôts. Oui, le futur gouvernement fera des propositions de baisse d'impôts, je cite, notamment en faveur du travail. Alors pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus sur la nature de ces baisses, mais le Parti socialiste, lui en tout cas, pousse pour une diminution de la CSG sur les plus bas salaires, toujours sur le thème du travail. Selon l'opinion, cette fois-ci, les Français les plus modestes seraient épargnés par une nouvelle année blanche en 2026. Ils ne seraient donc pas concernés par le gel du barème de l'impôt sur le revenu. C'est une piste de travail que Matignon ne confirme pas, mais n'infirme pas non plus. Et dans le même esprit, le Premier ministre pourrait aussi décider d'exclure certains retraités du gel des pensions. Là encore, rien d'officiel, mais les partenaires sociaux et le Parti socialiste, tous avancent la même piste, à savoir une désindexation qui serait ciblée uniquement sur les pensions supérieures à 2 000 € par mois. Donc Margot, des baisses et des gels de prélèvement pour certains, mais du coup des hausses pour d'autres. Oui, le Premier ministre a demandé hier aux dirigeants du socle commun d'être ouverts au débat sur la justice fiscale. Autrement dit, il n'est pas contre une augmentation de la fiscalité, mais il pose tout de même une condition, je le cite, qu'elle n'abîme pas la croissance et l'emploi. C'est une manière de redire non à la taxe Zuckman. Et donc pour l'instant, dans les pistes qui se dessinent, il y a les contributions exceptionnelles sur les plus hauts revenus et sur les grandes entreprises qui seraient reconduites en 2026. Pourquoi pas aussi une réforme du pacte du Treil. Et même si le Premier ministre a dit non à un retour de l'ISF, une version plus allégée de l'ISF qui est poussée par le MoDem pourrait peut-être aboutir avec les débats au Parlement. Merci Margot Faudéré. Le Premier ministre qui a aussi indiqué hier aux membres du socle commun qu'il compte mettre sur la table un projet de loi dédié à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, sujet qui concerne
concerne autant les particuliers que les entreprises. Le président du MEDEF, Patrick Martin, reconnaît d'ailleurs qu'il y a quelques abus, notamment des cas de suroptimisation qu'il faut corriger. Il y a quelques dizaines de milliers de cas, ça peut être des professions libérales, ça peut être des entreprises, ça peut être des particuliers, on ne va pas donner le détail, évidemment, il y a le secret fiscal qui ne se verse pas de rémunération et qui malgré tout ont un train de vie relativement élevé parce qu'ils font prendre en charge certaines dépenses, c'est de l'abus de biens sociaux d'ailleurs, par rapport à des entreprises. Moi je suis très à l'aise là-dessus, mais alors je prends tous les paris du monde, je vous mets au défi de prouver que c'est le cas de beaucoup d'entreprises. L'immense majorité des chefs d'entreprise sont scrupuleux. Mais de la même manière que c'est une provocation pour les salariés qui travaillent de voir que certains d'entre eux, je me garde d'en faire une généralité, sont en arrêt maladie de complaisance. Il faut corriger tous ces abus. Patrick Martin qui était hier sur BFM TV. Le retour de MaPrimeRénov' dans une version plus soft. Oui, le dispositif sera de nouveau accessible aujourd'hui après 3 mois de suspension, notamment pour désengorger les services de l'Agence nationale de l'habitat. Alors attention, effectivement, c'est une version allégée, Marie Cœur de Roi, et en plus, elle ne concerne pas tout le monde. Oui, à minima, effectivement, seuls les très modestes sont concernés par ce retour de MaPrimeRénov'. Rénovation d'ampleur. Quand je dis très modeste, j'ai regardé les plafonds de ressources, par exemple, pour un couple. Ça veut dire pas plus de 35 000 € par an en Ile-de-France, pas plus de 25 000 dans le reste de la France, donc toujours pour ce même couple. Et en plus, il y a une jauge. Seuls les 13 000 premiers dossiers seront validés aux conditions nouvelles. Donc voilà, on a une jauge. Et attention, autre élément clé, c'est que cet argent-là ne sera déboursé au mieux qu'au premier trimestre 2026 et évidemment du coup à condition que le projet de loi de finances soit voté en temps et en heure. Alors, moins de ménages éligibles et surtout aussi moins d'aides. Et oui, c'est ça aussi le sujet, c'est que pour ces ménages très modestes qui sont éligibles dès aujourd'hui, l'aide maximale passe à 32 000 € versus 63 000 avant la pause estivale, autrement dit 2 fois moins. Pour les autres qui seront de nouveau éligibles à partir du 1er janvier, là aussi les aides maximales vont énormément baisser et en particulier pour les ménages aisés qui eux n'obtiendront plus au mieux que 4 000 €. Bon, l'enjeu c'est partout le même, c'est le budget. Bah oui, je vous rappelle, on avait 3,6 milliards d'euros qui avaient été budgétés pour MaPrimeRénov' en cette année 2025 et là on a eu, le ministère du Logement nous a transmis hier les derniers chiffres en volume du nombre de rénovations d'ampleur et de monogets, vous savez ces gestes ciblés individuels. Au vu du montant, du nombre de ces gestes, eh bien on arrive bon an mal an à 3,4 milliards. Autrement dit, il reste à peu près 200 millions d'euros à dépenser sur la fin de cette année. On comprend donc la baisse des aides décidées ce jour pour la réouverture du guichet. Retour de MaPrimeRénov', mais aussi du leasing social. Bonne nouvelle peut-être pour certains, mais est-ce que c'est le retour du quoi qu'il en coûte et des mauvaises décisions budgétaires? On en parle avec Jean-Marc Daniel et avec Emmanuel Le Chypre dans 5 minutes. Du côté de Carmat, on n'a pas des bonnes nouvelles, c'est très probablement le clap de fin. Audience au tribunal de commerce de Versailles tout à l'heure pour trancher sur l'avenir de la société. L'offre de reprise devrait finalement être jugée caduque par ce tribunal. Alors pour les dirigeants de Carmat, interrogés par BFM Business, la liquidation judiciaire ne fait plus aucun doute, Astrid Olivier. Carmat en sursis depuis 1 mois et demi, date de la dernière audience où l'homme d'affaires Pierre Bastide a obtenu son report. Il devait muscler son offre qui était chiffrée à 150 millions d'euros d'investissement sur 5 ans. Problème, l'homme d'affaires actionnaire à 20% est incapable de valider son offre faute de financement. Pierre Bastide s'était engagé à vendre une partie de ses actifs, mais il n'y est pas parvenu. Quant à la centaine d'investisseurs démarchés par l'homme d'affaires pour se joindre au projet, il n'y a eu que des refus face aux doutes sur le modèle économique et l'historique en bourse de la société. Pierre Bastide nous confirme qu'il ne demandera pas de délai supplémentaire à l'audience. Je suis très triste, conclut-il. La liquidation judiciaire ne fait plus aucun doute. Après 30 ans de recherche, 1 demi-milliard d'euros d'investissement et 120 patients transplantés. Et toujours dans l'actualité des entreprises, il y a Danone qui met les bouchées doubles dans la recherche et développement à Paris-Saclay. Le groupe y a inauguré hier un tout nouveau laboratoire de recherche sur le microbiote intestinal. Le géant de l'agroalimentaire qui se positionne là encore un peu plus sur la science et la santé. Pauline Tadevin, Olivier Mélan était sur place pour BFM Business. 2 ans après l'ouverture de son centre international de recherche et développement près de Paris, Danone y a inauguré hier en grande pompe son nouveau laboratoire de recherche. Il y avait l'état-major du groupe, des salariés, des scientifiques et des politiques aussi qui se sont félicités de cet investissement local. Antoine de Saint-Afrique, le patron de Danone. Il était naturel d'investir ici pour continuer, pour franchir l'étape d'après et pour projeter Danone dans le futur
sur des sujets qui sont les sujets de demain. Danone a investi près d'un demi-milliard d'euros en R&D l'an dernier. Il a racheté 2 sociétés dans la nutrition médicale, dont une spécialisée, des biotiques de nouvelle génération. Pas de montant précis pour ce laboratoire flambant neuf de 450 mètres carrés avec du matériel de pointe. La direction évoque un investissement considérable. Ici comme à Singapour, des chercheurs travaillent sur le microbiote intestinal et son influence sur notre santé. Ils font du séquençage, utilisent l'intelligence artificielle et collectent des tonnes de données pour adapter les produits proposés dans les hôpitaux, les pharmacies ou les supermarchés. L'industrie alimentaire a été un point de bascule du fait de la démographie, du fait de l'explosion d'un certain nombre de maladies. Et à ce point de bascule, certaines nourritures peuvent faire une vraie différence. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. Une stratégie payante au vu des résultats semestriels publiés cet été dans un contexte compliqué. Pour le secteur, Danone s'est félicité d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,2% sur un an grâce au volume. Voilà pour le nouveau laboratoire de recherche de Danone. Les trains de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne qui n'arriveront pas jusqu'à Noël. Dernier départ le 14 décembre. La SNCF et ÖBB, son partenaire autrichien, ont confirmé hier la disparition de ces 2 lignes à cause notamment de l'arrêt d'une subvention de l'État français. Et c'est donc un nouveau revers majeur pour la relance de ces trains nocturnes, Jean-Baptiste Huet. Un feu de paille dans la nuit. Ils étaient censés incarner une nouvelle ère ferroviaire en Europe, mais les trains nocturnes entre Paris, Berlin et Vienne s'arrêtent. La SNCF et son homologue autrichienne regrettent la décision française de couper une subvention annuelle d'une dizaine de millions d'euros, indispensable selon elle pour équilibrer les comptes. Le modèle économique est fragile. Contrairement à un siège de jour vendu jusqu'à 4 fois sur la même rame, une couchette de nuit n'est occupée qu'une seule fois par 24 heures. Ajouter plus de personnel, des locomotives à changer aux frontières, intenable pour les 2 opérateurs. L'État sanctionne aussi le non-respect d'une promesse. Ces trains ne circulaient que 3 fois par semaine au lieu d'une desserte quotidienne. La SNCF invoque également des travaux massifs en France et en Allemagne. L'été dernier, déjà, la ligne Paris-Berlin avait été suspendue 2 mois, plombée par des retards et des annulations. Pourtant, le public suivait 70% de taux d'occupation en 2024. Emmanuel Macron avait promis une dizaine de lignes nocturnes d'ici 2030. Il n'en reste aujourd'hui que 8 en France, toutes subventionnées par l'État. À 7h10, la bourse. Votre rendez-vous avec Franklin Templeton, votre partenaire de référence pour diversifier vos investissements. On tire sur les 2 nouveaux records sur l'or. Oui, 3857 $ l'once ce matin. Les records s'enchaînent, mais là, depuis hier, on prend quand même 2%. On monte plus rapidement. Alors, vous avez plusieurs moteurs à cette hausse. À la fois le risque de shutdown du côté des États-Unis, l'impasse budgétaire. On se dirige vers un shutdown. Ça, c'est la déclaration de J.D. Vance hier à l'issue d'une réunion qui n'a rien donné donc, sur le budget. Deuxième raison, c'est que le scénario de base pour la politique monétaire américaine, c'est toujours une baisse de taux au mois d'octobre. Et vous savez qu'une baisse de taux, ça fait baisser la monnaie locale. Donc là, le dollar, il serait moins attractif par rapport à l'or qui regagne donc un peu d'intérêt. Puis je vais citer une dernière raison, c'est local. Cette fois en Asie, on va commencer en Inde, on va commencer la saison des festivals. Donc ça booste la demande de bijoux et notamment d'or. Et puis la Chine va s'arrêter quelques jours. Demain commence la Golden Week d'automne. C'est la 2e semaine de congé chinois. Et forcément, il y a un pic avant cet arrêt. Sur le shutdown, est-ce que ça pourrait entamer les marchés actions américains? Alors ça pourrait décaler la publication du rapport sur l'emploi qui est très attendu parce que c'est la boussole du marché et de la réserve fédérale. Dans ce cas-là, c'est plutôt les chiffres précédents qu'on regarderait et ceux de septembre, ils avaient justement servi à justifier une baisse de taux. Donc là, les marchés sont plutôt tranquilles par rapport à ça. On ne va pas corriger outre mesure liée à ce shutdown, mais pour le moment, on va plutôt se diriger vers une pause. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a sur les marchés asiatiques ce matin et sur les futurs américains comme européens qui sont très stables. Merci Aude, on se retrouve dans une demi-heure. On parlera de Total Energy, de sa journée investisseur. C'était hier. Le débat. Good Morning Business, face à le chiffre. Le leasing social, c'est reparti. Ma prime rénov, c'est reparti. Alors les deux dans des versions un peu différentes de ce qu'on a connu. Des bonnes nouvelles pour certains ou le retour des mauvaises décisions, type quoi qu'il en coûte, Emmanuel Le Chypre. Non, je pense qu'effectivement, c'est vrai qu'on en a sans doute trop fait pendant le Covid, pendant la bouffée d'inflation, avec des aides qui ont coûté des fortunes et qui n'ont pas été très efficaces. On pense aux 40 milliards, par exemple, de la prime énergie sur le bouclier tarifaire, gaz, électricité.
On parle aussi de la remise carburant à la pompe, hein, vous vous rappelez, jusqu'à 30 centimes par litre, ça avait quand même coûté 8 milliards, tout ça pour servir finalement à des familles qui n'en avaient pas besoin, et ça a même plus profité aux familles qui n'en avaient pas besoin qu'aux familles. Dans 3 km, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie en direction de Alençon, Rennes. Qui en avaient besoin. Ça a freiné la transition écologique puisque ça n'a pas incité à aller vers des comportements plus vertueux. Donc ça, on oublie. Mais MaPrimeRénov' et le leasing social, on n'est pas du tout dans ce type de mesures. On est sur des mesures qui sont plutôt bien ciblées. On est sur des mesures qui coûtent pas trop cher. Alors oui, elles sont perfectibles, bien sûr, ces mesures, mais en tout cas, ce serait une erreur de considérer qu'elles sont inutiles et que c'est de l'argent public gaspillé. Face à vous, Jean-Marc Daniel. Ah, je pense que c'est de l'argent public gaspillé. C'est-à-dire, une nouvelle fois, nous sommes en train de vivre au crochet de la génération future. C'est-à-dire, on maintient notre pouvoir d'achat et notre niveau de vie, non pas par notre travail, mais par la dette. Alors, je pense que c'est non seulement néfaste sur le plan de la relation avec la génération future, mais c'est néfaste sur le plan purement de théorie économique. Normalement, l'information économique, elle passe par le prix. Toutes les mesures qui consistent à modifier et à revenir en arrière sur les prix, à essayer d'intervenir sur les prix, sont malsaines. Il n'y a que deux choses que doit faire un État en matière de gestion des prix. La première, c'est accroître la concurrence. S'il veut véritablement favoriser les consommateurs, faire en sorte que ça coûte le moins cher possible, au lieu de subventionner le consommateur, il doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de rente dans le secteur, c'est-à-dire vérifier l'état de la concurrence, mettre en jeu des mécanismes de concurrence, condamner des gens qui sont en situation de oligopole. Et puis la deuxième, c'est créer effectivement un vrai prix, et ce vrai prix incorpore les externalités, c'est-à-dire il faut mettre une taxe qui représente effectivement les conséquences négatives de l'utilisation des produits en question, c'est-à-dire mettre... Dans 600 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie en direction de Alençon, Rennes. Une taxe carbone. Alors avant que, j'espère, je retrouve le soutien d'Emmanuel sur cette affaire, j'espère qu'il a conscience de ça. Mais j'ai trouvé personne pour être contre vous sur le sujet de taxe carbone. Voilà, et donc je dirais simplement sur ces... Utilisez la voie de droite pour prendre la sortie en direction de Alençon, puis utilisez la voie de gauche pour prendre la bretelle en direction de Périphérique. Ces subventions, toutes ces modifications, toutes ces tentatives au crochet du contribuable de modifier le comportement, errare humanum est. L'erreur est humaine. Diabolicum perseverare. Le diable, c'est ceux qui poursuivent dans le même chemin. Oui, exactement. Exactement. 4 ans de Jean-Marc Daniel et je parle latin. Emmanuel. Non mais c'est... Utilisez la voie de gauche pour prendre la bretelle en direction de Périphérique. J'entends le raisonnement de Jean-Marc, mais ça c'est le raisonnement marche ou crève qui nous a conduit à la faillite. Continuez pendant 800 mètres. Actuelle de la transition écologique. C'est-à-dire qu'en gros, il faut laisser parler la vérité des prix, il n'y a qu'à laisser les gens payer le prix qu'il faut, mais la réalité c'est que les gens ils n'ont pas les moyens. Donc politiquement c'est inacceptable et même économiquement c'est inacceptable. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire de façon abstraite, hop, paf, il y a un prix qui va révéler la vérité des comportements, etc. Mais ça marchera pas. Ça marchera pas. Vous avez déjà la moitié des Français aujourd'hui qui disent que le principal obstacle à la transition énergétique dans leur comportement, c'est pas qu'ils sont rétifs, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. 46% disent c'est le manque de moyens. On sait très bien aujourd'hui que si vous voulez acheter une voiture électrique moins polluante, si vous voulez changer de chaudière, si vous voulez rénover votre logement... Il vous dit Jean-Marc... Dans 300 mètres, rejoindre N814. Pour les Français, vous dites l'essence à 4 € et puis la concurrence sur les voitures électriques. Mais pour les Français, voilà, pour les Français les plus modestes, ça peut aller jusqu'à 10 ans de revenus. Donc on peut faire toutes les projections théoriques en disant ça c'est le bon équilibre, etc. Ça ne se fera pas. Donc on va vers on précipite. Continuez sur N814 pendant 1 km. L'échec de cette transition écologique. Donc il faut des dispositifs de ce type. Pourquoi? Le point sur lequel je rejoindrai Jean-Marc, c'est qu'on voit bien que on a un problème de taille de ces dispositifs. Alors, je suis d'accord avec Jean-Marc sur oui, ils sont beaucoup trop compliqués. Oui, cette complexité, elle génère des effets pervers comme des prix élevés, des arnaques. Regardez ce que dit la répression des fonds d'hier. Des arnaques, des monopoles, des trucs pas clairs. Mais grosso modo, aujourd'hui, le nouveau dispositif MaPrimeRénov', ça va être quelque chose comme 13 000 logements. C'est peanuts. Dans 500 mètres, prendre la sortie 15 Vallée Sèche vers centre routier, zone industrielle Cormel. Le leasing social, c'est 50 000 voitures. C'est peanuts. Là où serait intéressante la taxe carbone,
c'est de lui faire jouer son vrai rôle, c'est-à-dire vous ponctionnez ces milliards d'euros et vous les... Prendre la sortie 15 vallées sèches, puis utiliser la voie de gauche pour prendre la bretelle. Et redistribuer vers les plus modestes pour qu'ils puissent, eux, faire cette transition énergétique. Mais ce qui n'est pas très clair dans le discours de Jean-Marc, c'est est-ce que cette taxe carbone, c'est vraiment cet outil qui permet de passer vers la transition, ou est-ce que c'est un impôt comme un autre qui permet de remplir les caisses de l'État? Utiliser la voie de gauche pour prendre la bretelle. Non, pas du tout. C'est un outil qui permet de passer vers la transition. C'est-à-dire, c'est un outil qui fournit des financements qui permettent, en particulier, de financer le plan de Dans 50 mètres, au rond-point, continuez tout droit. Pisani, de Jean Pisani-Ferry, qui avait démontré qu'il y avait un besoin d'une 60aine de milliards d'euros. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur rue des Frères Chappe. Pour faire face à la transition écologique. Voilà, c'est un happy end là-dessus. Nous nous retrouvons. Tout le monde est content et tout le monde parle désormais latin, ce qui est quand même remarquable. Voilà, tout va bien, tout est sous contrôle. 7h17, on va parler du plan de Donald Trump pour la paix à Gaza. Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview. Le plan présenté hier par Donald Trump à Benjamin Netanyahou, qu'il a accepté, qui est soutenu également par le Royaume-Uni, par la France, par le Qatar. Notre invité ce matin, c'est Patrick Martin-Genier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes, mais il faut qu'on dise un mot de ce plan de Donald Trump présenté hier. Est-ce que c'est enfin un véritable espoir pour la paix à Gaza? Il faut espérer que ce soit un espoir, car l'urgence, c'est quoi? C'est un cessez-le-feu. Il y a deux urgences en réalité, le cessez-le-feu et la libération des otages israéliens qui sont encore là. Donc si on peut simultanément libérer les otages et avoir un cessez-le-feu, puis ensuite un retrait des Israéliens, et enfin après une nouvelle gouvernance pour Gaza, avec une reconstruction économique, ça c'est vraiment l'urgence. Il y a des gens qui meurent de faim, des enfants, des femmes, la situation humanitaire est catastrophique. Et donc, si Donald Trump, qui a le soutien de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, le soutien du Premier ministre israélien arrive effectivement à rétablir et à mettre en œuvre ce plan, ce sera une bonne chose, effectivement, pour l'avenir, en espérant qu'il y ait que le Hamas, naturellement, accepte. Bah oui, parce qu'il a intérêt à accepter, parce que Netanyahou dit, bon, c'est ce plan-là où de toute façon je vais jusqu'au bout. Oui. Il a intérêt, le Hamas, parce qu'il est considérablement affaibli. Ce mouvement terroriste n'a plus les capacités d'action, et heureusement, j'allais dire. Et donc, il a intérêt à cela. Tout le commandement militaire du Hamas a été complètement décapité, et puis la population en a assez. Donc, je pense que le Hamas, qui a toujours gouverné ce territoire, eh bien, n'a plus la capacité de le faire. Et donc, je pense qu'il n'a pas le choix. S'il ne le fait pas, le Premier ministre israélien a clairement dit « Je terminerai le travail ». C'est ce qu'il a dit à l'Assemblée générale. Avec le soutien de Donald Trump. Hein. Annalisa Capellini. Patrick Martin-Genier, justement, on parle dans ce plan d'une administration transitoire pour Gaza sans le Hamas, qui serait absolument exclu de toute gouvernance. Il y aurait donc un organisme international. Quelle serait la place de l'Europe ? Bien, écoutez, l'Europe malheureusement n'a pas beaucoup d'espace, malheureusement, comme dans tous les conflits, puisque tout se règle à la Maison Blanche, et ici en l'espèce entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre en place un organisme de... Dans 300 mètres, tournez à droite. Transition internationale, une autorité de transition internationale qui serait présidée par Donald Trump, bien sûr. Oui, qui serait décidée par Donald Trump en accord avec le Premier ministre. Le Hamas serait complètement exclu. Il n'y aurait peut-être pas totale exclusion de l'autorité palestinienne, mais il faudrait que celle-ci soit complètement rénovée. Tournez à droite, puis vous arriverez à destination. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Elle est dans l'incapacité de gouverner ses propres troupes politiques. Sans Mahmoud Abbas, donc. Voilà, Mahmoud Abbas. Et donc, on parle de l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Et ce qui est étonnant, quand même, parce que Tony Blair, il revient dans tous les dossiers. À un moment donné, on dit, il va présider l'Europe. Maintenant, il va avoir un rôle important dans la supervision de Gaza. C'est un profil étonnant, quand même. C'est quelqu'un qui... Vous êtes arrivé. Cherche à avoir un rôle international depuis qu'il a quitté le 10 Downing Street il y a plus de 20 ans. Et donc, il a l'oreille de Donald Trump. C'est quelqu'un qui dirige un organisme international, l'Institut Tony Blair, par définition. Et donc, il cherche effectivement à avoir un rôle.
Je peux me mettre là? Je peux me mettre là? C'est Strasbourg, Strasbourg. Bonjour, Strasbourg. Je peux me mettre à quai ici? Strasbourg.